On est très content d'être là ce soir pour vous parler d'un sujet qui nous passionne, l'entrepreneuriat et en particulier l'effectuation, qui est une approche, j'allais dire une nouvelle approche depuis le temps que je le dis, elle n'est plus si nouvelle que ça, puisque les travaux à l'origine de l'effectuation datent de la fin des années 90. Donc, et l'idée c'est de regarder l'entrepreneuriat tel qu'il se fait et non pas tel qu'on raconte qu'il se fait ou tel que les entrepreneurs racontent qu'il se fait. Les entrepreneurs sont des storytellers de grand talent, donc voilà. Donc comment les entrepreneurs font et agissent vraiment, et c'est ça dont j'aimerais vous parler. Donc effectivement, comme Valérie vient de le dire, je vais vous présenter d'abord ce que c'est que l'effectuation, et puis après Dominique appliquera l'effectuation à un exemple concret, dans un domaine d'une question stratégique, pour montrer que l'effectuation ne s'applique pas uniquement à l'entrepreneuriat pur tel qu'on peut le décrire de création d'entreprise, mais c'est en fait une approche, j'allais dire méthode, mais on va dire approche assez générale, qui peut s'appliquer à plein de domaines en lien en gros avec l'incertitude. Alors, rapidement, je voudrais vous parler de quelques mythes de l'entrepreneuriat. Alors c'est pour des raisons que je ne m'explique pas forcément très bien. L'entrepreneuriat, c'est un des domaines au sujet desquels circulent de nombreux mythes. Alors on pourrait y passer pas mal de temps, mais habituellement j'en présente quelques-uns. Le premier mythe, c'est la vision. Alors on en parlait encore il y a quelques minutes avec des collègues. C'est l'idée selon laquelle pour être entrepreneur, pour engager une démarche de création entrepreneuriale, il faut une vision, il faut une grande idée. Et d'ailleurs, la plupart des ouvrages d'entrepreneuriat s'intitulent « De l'idée au marché ». Donc vous devez commencer par une idée, si possible une idée brillante, une idée nouvelle, une grande idée, et ensuite mettre en œuvre cette idée au travers d'un business plan, etc. etc. Et donc, le corollaire, c'est que si, comme moi, vous n'êtes pas très créatif et vous n'avez pas d'idée, vous ne pouvez pas être entrepreneur. C'est dommage, ça aurait pu être bien, mais manque de peau, vous n'êtes pas créatif, pas d'idée, donc pas d'entrepreneuriat. Alors, rassurez-vous, en fait, ce n'est pas du tout vrai. La plupart des entreprises, quand on regarde, non pas ce que les entrepreneurs nous disent, quand vous lisez leur biographie, c'est moi, ma vie, mon œuvre, la vision que j'ai eue, etc. Mais quand on regarde vraiment comment les entrepreneurs fonctionnent, et quand on regarde le début des grandes aventures entrepreneuriales, on trouve rarement une idée géniale au début. On trouve souvent des choses extrêmement banales. Alors, parmi les nombreux exemples, vous avez peut-être vu le film Social Network à propos de la naissance de Facebook, qui commence par une blague de potache. Mark Zuckerberg se fait larguer par sa petite amie. Il est très très en colère et il se venge en créant une espèce de jeu d'un goût assez douteux qui deviendra plus tard, au bout de quelques semaines, le Facebook qu'on connaît entre guillemets aujourd'hui. Donc Zuckerberg, c'est pas sous la douche, il dit « Ah, je vais créer le web social 2.0 », etc. Donc la vision, elle est là aujourd'hui de Facebook, mais elle est là au terme d'un processus qui a duré plusieurs semaines. Ce processus peut être beaucoup plus long. Ikea, que vous connaissez tous et toutes, est-ce que vous savez comment ça s'est créé ? Au début, Ikea, c'est un marchand de poissons. Et de journaux, de journaux et de poissons séchés, parce qu'en Suède, ils mangent du poisson séché quand ils ont faim. Ce n'est pas des carambars, mais donc ça démarre de manière parfaitement banale. Et ce n'est qu'au bout, encore une fois, de quelques mois, que l'idée de vendre des meubles en kit vient, mais c'est très long. Et ça se fait par une suite de hasards. Un jour, le fondateur fait aussi dépôt de livraison de meubles et donc il doit en livrer un à des amis et puis ça ne rentre pas dans sa voiture, donc il le démonte, ça lui donne l'idée de, etc., etc. Donc on peut dire que la vision Ikea, qui est celle qui est aujourd'hui, des meubles design pas chers à monter soi-même, c'est quelque chose qui n'est pas du tout présent au début d'Ikea, qui est encore une fois un magasin parfaitement banal. Alors on pourrait citer plein d'autres exemples. L'inventeur du supermarché, c'est pas rien d'avoir inventé le supermarché quand même. Alors on n'a plus l'habitude de voir le supermarché comme une des très grandes innovations du XXe siècle. Et pourtant, ça en est une, c'est une innovation technique, de business model, etc. Sam Walton, qui est l'un des inventeurs, démarre non pas en disant « Ah, j'ai une idée géniale, le supermarché », il démarre en ouvrant un magasin, tout ce qu'il y a de plus banal, et en plus, il le fait dans l'Arkansas. Alors, je ne sais pas si vous y êtes allé, mais enfin, ce n'est pas la Silicon Valley, vraiment. Donc, il le fait au milieu de nulle part, et il ouvre un magasin, tout ce qu'il y a de plus banal, et ce magasin, peu à peu,
devient plus tard ce qui aujourd'hui est Walmart. Et quand on lui demandera comment il a eu cette idée géniale, cet éclair de génie, et il a répondu, comme tous les éclairs de génie, il a mis 20 ans à germer. Donc, un des mythes de l'entrepreneuriat, c'est celui de la vision. La vision, elle n'est pas au début. J'ai une idée géniale. La vision, elle émerge au cours du temps par la suite d'actions de l'entrepreneur. Et donc, ce qui est intéressant d'étudier, c'est non pas tellement comment avoir une idée géniale, créativité 1.0, 2.0, 3.0, mais comment l'entrepreneur interagit avec son environnement pour faire émerger au bout d'un moment une idée qui, elle, peu à peu devient géniale. Donc si vous n'avez pas d'idée géniale, eh bien c'est bon, vous pouvez quand même devenir entrepreneur. Deuxième mythe, c'est celui du risque. On propage cette idée que l'entrepreneuriat, c'est la prise de risque. Alors on imagine que l'entrepreneur, c'est une catégorie particulière d'individus qui aiment le risque et donc qui se lèvent le matin en disant « Oh là là, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre comme risque aujourd'hui ? Me jeter du sommet d'une tour ou traverser les yeux fermés devant le tram, vraiment des trucs vraiment risqués. » En fait, ce n'est pas du tout vrai. Les entrepreneurs sont des gens comme les autres. Ce sont des gens qui n'aiment pas plus le risque que d'autres. Ce sont des gens qui contrôlent le risque. Ils sont comme le cascadeur Rémi Julienne, qui un jour a déclaré « Mon métier, c'est de réduire les risques ». Je rappelle qu'il est cascadeur. En tout cas, on n'a jamais réussi à montrer que les entrepreneurs sont des gens qui recherchent particulièrement le risque. Ce sont des gens qui prennent des risques, toute activité est risquée, toute activité humaine, mais qui vont essayer de le réduire ou en tout cas de le contrôler. Et on verra tout à l'heure comment ils le contrôlent. La prévision, alors l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est capable de prévoir ce grand marché de l'an 2000, enfin c'est plus de l'an 2000 maintenant, c'est de l'an 2020. Et l'entrepreneur réussit parce qu'au contraire des autres, il est doté d'une capacité d'anticipation, de prévision, de prédiction. Qui lui fait entrevoir le futur marché alors que les autres simples mortels, eux, n'en sont pas capables. Là encore, on a montré que jamais un entrepreneur n'a réussi parce qu'il ou elle était plus particulièrement capable de prédire. Les entrepreneurs, ce ne sont pas des gens qui prédisent l'avenir, ce sont des gens qui le construisent, ce qui est assez différent et on verra tout à l'heure ce que ça signifie en pratique comme au niveau de la démarche. Donc, là encore, si vous n'êtes pas des grands prédicteurs, ce n'est pas grave, vous pouvez quand même être entrepreneur. Alors l'entrepreneur est un super-héros. Alors si vous, comme moi, vous êtes, un peu moins maintenant, mais amateur de lecture, de biographies d'entrepreneurs, Steve Jobs, Bill Gates, Thomas Edison, ce sont des gens qui sortent de l'ordinaire, ils sont créatifs, ils inventent quand même des industries entières, ils ont des vies absolument incroyables, Bill Gates était supérieurement intelligent, Steve Jobs également. Et on a l'idée comme ça d'un entrepreneur hors du commun, quelqu'un vraiment de... alors quand vous faites la liste des caractéristiques, c'est plus un mouton à 5 pattes, c'est un mouton à 17 pattes. Ils sont performants, dynamiques, charismatiques, ils organisent bien, ils savent vendre, compétents techniquement, etc. Et plus on liste, plus vous vous recroquevillez en disant tout ça c'est pas moi je suis un simple mortel, donc je ne peux pas être entrepreneur. Alors la vérité c'est que si on écrit des biographies sur ces gens-là, c'est que précisément ils sont extraordinaires, et c'est oublier que 99,9% des entrepreneurs qui font aussi des choses très très bien sont des gens normaux avec leurs qualités, leurs défauts. Alors sans paraphraser Coluche, il y en a des grands, il y en a des petits. Et donc si vous n'êtes pas supérieurement intelligent, il y a des entrepreneurs qui ont une intelligence normale, il y a des entrepreneurs qui sont timides, il y a des entrepreneurs qui parlent très bien en public, il y a des entrepreneurs qui sont très bons organisateurs, d'autres pas du tout. Et là encore, l'entrepreneuriat s'est fait par des gens de toute nature. Ce qui caractérise l'entrepreneuriat, c'est la diversité. On a des hommes, des femmes, des noirs, des blancs, des jaunes, des riches, des pauvres, dès qu'on fait des études, dès qu'on n'a pas fait d'études. On a de l'entrepreneuriat dans tout contexte. Des contextes de grande richesse comme la Silicon Valley, des contextes d'extrême pauvreté comme le Bangladesh. On a les mêmes phénomènes entrepreneuriaux, les mêmes principes qui s'appliquent, les mêmes mécanismes qui sont mis en œuvre, qu'on va évoquer tout à l'heure. On peut être entrepreneur à différentes étapes de sa vie. On a des gens qui sont entrepreneurs à 17 ans en lâchant leurs études. On a des gens qui sont entrepreneurs quand ils sont licenciés. On a des gens qui sont entrepreneurs. Il y avait, il y a quelques mois, l'interview d'un jeune entrepreneur de 80 ans sur BFM. Il était temps qu'il fasse quelque chose de sa vie. Voilà. Donc, il n'y a pas de modèle type d'entrepreneur, il n'y a pas de personnalité type d'entrepreneur. Et donc, derrière ça, l'entrepreneur s'est ouvert à tous, quelles que soient ses qualités et ses défauts. Alors, c'est comme dirait Coluche, encore une fois, si vous n'avez que des défauts, ça sera très dur, mais c'est quand même rare. On a chacun des qualités qu'on va mettre en avant et dont on va tirer profit pour entreprendre.
Et derrière, alors très lié au point précédent, hein, l'entrepreneuriat au singulier. Hein, alors encore une fois, les autobiographies, c'est moi, ma vie, mon œuvre. Hein. Alors c'est oublier que l'entrepreneuriat, ça se pratique rarement tout seul. Si je vous demande qui est James Couzens, savez-vous qui est James Couzens? Alors James Couzens, c'est l'associé d'un certain Henry Ford. Hein, que tout le monde connaît pour le coup, mais James Couzens est inconnu, sauf que c'est celui qui a permis à Henry Ford de monter son usine, de trouver du capital, parce que n'oubliez pas que Henry Ford avait fait quand même faillite 2 fois avant de créer Ford Motor Company, donc c'était un peu dur pour lui de trouver de l'argent, mais James Couzens était là et il l'a aidé à monter son entreprise. Ça n'enlève aucun mérite à Henry Ford, bien sûr. Édouard Buffard, après j'arrête le quiz. Édouard Buffard, l'associé du baron Bic. Lui aussi, grand inconnu. Hein. Tout le monde connaît le baron Bic. Voilà, personne ne connaît Édouard Buffard. Or, dans Paris, l'immédiate après-guerre, c'est lui qui trouve l'un des très rares ouvriers français qui reste, qui est capable de fabriquer une pointe de stylo plume, parce qu'à l'époque, Bic est un fournisseur de pointe de stylo plume pour Parker, je crois. Voilà. Donc, l'entrepreneuriat se pratique rarement tout seul. Et d'ailleurs, on évoquait tout à l'heure l'anti-super-héros. Eh bien, ce qu'on a quand on a des faiblesses, tout le monde en a, eh bien, c'est qu'on va chercher des gens qui compensent nos faiblesses. Hein. Si on est un technicien génial, on va lancer son entreprise avec quelqu'un qui est plutôt un bon commercial, etc. etc. Voilà. Alors, il y en a beaucoup d'autres mythes, hein, mais ça, c'est vraiment 5 des plus importants. Ils sont importants parce qu'en fait, si on y souscrit, en fait, on a toutes les raisons pour ne pas entreprendre. Ah, c'est risqué. Je ne suis pas un super-héros, je ne suis pas génial, je ne suis pas créatif. Je n'ai aucune idée de ce que sera le marché de X ou Y dans 10 ans. Eh bien, c'est pas grave. C'est même plutôt une chance parce que de toute façon, les gens qui vous disent le marché de X ou Y sera comme ça dans 10 ans, en général, ils se trompent, donc il vaut mieux pas les écouter. Ça vous donne une chance de réussir. Et donc, si vous n'êtes ni créatif, ni génialement anticipateur, que vous avez le malheur d'aimer travailler avec les autres, eh bien, ça tombe bien parce que c'est de ça que l'entrepreneuriat est fait. Alors, il y a quelques années, donc, Saras Sarasvati, qui est une entrepreneuse d'origine indienne, qui est aux États-Unis, se dit moi, ce que je lis dans les littératures sur l'entrepreneuriat, je ne m'y retrouve pas, donc, hein, c'est très à l'américaine, on reprend tout à zéro. Comment fonctionnent les entrepreneurs? Et donc, elle dit est-ce qu'il existe une logique entrepreneuriale, c'est-à-dire quelque chose que des espèces de principes que les entrepreneurs utilisent et qui leur permet eh bien, d'aboutir à la création de produits, d'entreprises et de marchés, parce qu'on va regrouper tout ça un peu sous une même appellation. Hein. Et donc, alors elle emploie un protocole assez intéressant. Elle soumet un groupe d'entrepreneurs à des problèmes typiques. Le lancement d'une nouvelle activité, la vente d'un premier produit, la recherche d'un premier client. Et elle les fait raisonner à haute voix en prenant des notes. Hein, ça paraît bête, mais enfin c'est un travail assez lourd. Et effectivement, elle met en œuvre 5 grands principes qu'elle va regrouper sous le terme d'effectuation. Hein, et ces principes reviennent assez systématiquement dans la manière dont ces entrepreneurs abordent en fait les problèmes typiques auxquels ils sont confrontés. Alors, il y en a donc 5. Le premier, que j'ai traduit par un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Alors, imaginez que vous deviez inviter des amis à la maison. Vous avez 2 manières de procéder. La première manière, c'est de dire, ben voilà, mes amis vont venir demain à 20h. Vous déterminez le menu, hein, entrée, plat, dessert, etc. Vous regardez ensuite les recettes pour faire ces menus-là. Ça vous donne les ingrédients. Vous allez faire les courses pour acheter ces ingrédients. Vous revenez et puis vous organisez la création des plats. Il y en a qu'il faut faire la veille, d'autres à la dernière minute, etc. Là, on est dans une approche qu'on va appeler causale, c'est-à-dire dans laquelle vous vous fixez un objectif, d'accord, et ensuite, vous allez chercher des ressources qui vous permettent d'atteindre cet objectif. Et une fois que vous avez ces ressources, vous organisez, planification, hein, vous organisez la mise en œuvre et la mobilisation de ces ressources pour atteindre l'objectif donné. Alors, c'est ce que vous avez pu apprendre en stratégie ou en marketing, ou même tout jeune déjà, hein, quand on vous a dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard, hein, c'est l'idée de toujours avoir un objectif et ensuite eh bien, de mobiliser des ressources pour que cet objectif soit atteint. Il y a une deuxième manière de procéder qui est de dire 2 heures avant que mes amis n'arrivent, j'ouvre le frigo et je me dis qu'est-ce que j'ai dans le frigo, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et donc là, au lieu que ce soit l'objectif qu'on fixe qui détermine les ressources dont on va avoir besoin pour atteindre cet objectif, eh bien ce sont les ressources dont on a besoin, ce qu'il y a dans le frigo,
qui vont en fait permettre de faire certaines choses ou pas. D'accord ? Donc on va faire l'inventaire de ce qu'on a dans le frigo et on va se dire, bon, qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Et cette approche-là est plutôt celle des entrepreneurs. D'accord ? L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui va regarder les moyens qui sont à sa disposition et se dire, qu'est-ce que je peux faire avec ça ? C'est assez logique puisque plutôt que de se dire je vais créer le marché sur tel domaine et puis ensuite je vais aller lever 5 milliards d'euros qu'on ne me donnera jamais, c'est assez logique de se dire je vais regarder les trucs que j'ai parce que ça au moins je les ai, donc je n'ai pas besoin de les demander à qui que ce soit. Et puis en fonction de ce que j'ai, me dire qu'est-ce que je peux faire avec ça. D'accord ? Voilà, donc les entrepreneurs démarrent avec ce qu'ils ont sous la main pour imaginer ce qu'ils peuvent faire. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'ils ont sous la main ? Et en fait, il y a 3 ressources que tout le monde a, auxquelles on ne pense pas forcément. Ces 3 ressources, c'est d'abord la personnalité de l'entrepreneur. D'accord ? On oublie souvent, mais la première ressource du projet entrepreneurial, c'est l'entrepreneur lui-même ou elle-même. D'accord ? C'est ma vision des choses, ce sont les choses qui m'intéressent, qui me motivent, qui me scandalisent, qui me hérissent, ou les problèmes que je rencontre, etc. etc. Et c'est à partir de ça que je vais commencer à avoir des idées de choses que je pourrais faire. La deuxième ressource fondamentale, c'est ce que je connais, mes connaissances. Ce sont ces connaissances que je vais mobiliser pour résoudre le problème auquel je suis confronté. La troisième ressource fondamentale de l'entrepreneur, ce sont les gens que je connais, d'accord, ou que je vais pouvoir connaître, que je vais aller solliciter. Ces gens vont pouvoir m'aider à avancer dans mon idée. C'est pour ça que l'entrepreneur, quand il ou elle est confronté à un problème, ne se dit pas « Oh là là, vite, Google Search pour essayer de trouver mon problème ». L'entrepreneur se dit « Qui peut m'aider à résoudre mon problème ?» et d'aller vers l'autre en disant « Bonjour, j'ai ce problème-là, comment pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème-là » d'accord ? Et à quelles conditions, etc., etc. Alors, ce que vous notez ici, c'est que ces 3 ressources fondamentales, alors il n'y a pas forcément l'argent, etc., ça vient plus tard. Ces 3 ressources fondamentales, elles sont universelles, tout le monde les a, d'accord ? C'est ça l'intérêt, c'est que ces 3 ressources, on les a, qu'on soit docteur en physique à Orsay, illettré à Bangalore, ou voilà, tout le monde a une personnalité, des connaissances et un réseau sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour avancer dans une idée entrepreneuriale. Voilà, donc les entrepreneurs démarrent avec ce qu'ils ont sous la main, et ce qu'ils ont sous la main va déterminer ce qu'ils peuvent faire. D'accord ? Et vous voyez que là, c'est quelque chose de relativement, de très créatif. Deuxième principe qu'on appelle la perte acceptable. Alors ceux d'entre vous qui ont eu la chance ou la malchance d'assister à un cours de finance, vous avez sans doute appris cet outil merveilleux qui est la valeur actuelle nette. Qui a appris ça ? Bravo. Alors là, ceux qui n'ont pas suivi ça, je vais, rassurez-vous, en 15 secondes, je vais vous faire un résumé. La valeur actuelle nette, en simplifié, ça vous dit, tenez-vous bien, parce que c'est très très conceptuellement important, ça vous dit que vous allez investir dans un projet s'il vous rapporte plus qu'il ne vous coûte. Ça va, vous me suivez jusque-là ? D'accord. Donc si ça vous rapporte plus d'argent que ça ne vous coûte d'argent, c'est bien, il faut le faire. C'est bon, là vous pouvez économiser plein d'heures de finance. Alors en pratique, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que sinon ce ne serait pas drôle. Donc il y a plein de chiffres avec des trucs, on divise avec n, et puis des termes compliqués, mais en pratique c'est ça. Il y a juste un souci qui a été mis en évidence par un économiste un peu trop oublié, qui s'appelle Cantillon. Et Cantillon dit, en fait, l'entrepreneur, qu'est-ce qu'il fait ? L'entrepreneur, il dépense de l'argent aujourd'hui, d'accord ? En embauchant, en achetant une usine, en achetant des matières premières, en travaillant sur des produits. Donc il dépense de l'argent aujourd'hui, de manière certaine, pour vendre demain des produits, peut-être. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on regarde les coûts et les revenus, les coûts en général sont assez facilement déterminables, hein, on peut les connaître, parce qu'ils ont lieu maintenant. En revanche, le revenu est complètement incertain, puisqu'on peut ne pas réussir à faire le produit, ne pas réussir à le vendre beaucoup moins cher qu'on pensait, ou beaucoup plus cher qu'on pensait, vendre beaucoup plus qu'on pensait, beaucoup moins, etc. Et Cantillon observe qu'il y a, que le vrai rôle de l'entrepreneur, c'est de faire cet arbitrage entre le présent et le futur, et notamment entre les coûts présents et les revenus qui, eux, sont futurs et donc incertains. Ce qui fait que baser sa décision entrepreneuriale sur ces 2 éléments est complètement irrationnel, en fait. D'accord ? Et bien, c'est ce qu'on observe, puisque les entrepreneurs sont des gens très rationnels. Les entrepreneurs disent je ne sais pas trop ce qui va se passer dans le futur, en revanche, je sais que je peux me permettre de dépenser tel argent, et ça, je le contrôle. Rappelez-vous, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui contrôle son risque. Alors,
Quelle forme ça prend? Eh bien, typiquement, si je prends un exemple simple, c'est un cadre qui vient de se faire licencier, et il se dit, ou elle se dit, bah, tiens, plutôt que de prendre un job tout de suite, je vais consacrer 6 mois à essayer de travailler la petite idée entrepreneuriale qui me trotte dans la tête, et si dans 6 mois ça ne donne rien, bah, je reprends une recherche d'emploi. Et là, on a la notion de perte acceptable, hein. Ces 6 mois sont une perte acceptable, c'est-à-dire que je suis prêt à perdre 6 mois, sans gagner d'argent. Alors en plus, on peut avoir Pôle emploi, etc. Mais même supposons qu'on ne gagne rien, on n'a pas droit au chômage, etc. Je suis prêt à perdre ces 6 mois parce que c'est complètement sous mon contrôle. Je sais exactement ce que je perds puisque je sais juste que je ne vais pas gagner d'argent pendant ces 6 mois. Et puis, je peux m'autoriser à dépenser, je ne sais pas, 2 000 € en frais divers de déplacement, etc. Et donc, dès le moment où je commence, je sais que je suis prêt à perdre ça, donc je considère que je l'ai perdu. Et ce que je vais gagner, ben, je ne sais pas, au bout de ces 6 mois, il n'y aura peut-être rien. J'aurai peut-être une première commande, un prototype, des contacts, je ne sais pas. D'accord ? Mais en tout cas, la perte, elle est complètement contrôlée. Et à partir de là, on avance. Et au bout de 6 mois, on fait le point, on dit voilà, j'ai fait ça, qu'est-ce que ça m'a donné, où j'en suis, et est-ce que je recommence pour 2 mois, 6 mois, etc. Et vous voyez qu'ici, dans le raisonnement entrepreneurial, n'intervient pas le gain possible, parce que lui, il est complètement incertain. Intervient juste la perte acceptable, parce que là, c'est complètement sous le contrôle de l'entrepreneur. L'entrepreneur n'aime pas le risque, l'entrepreneur aime contrôler le risque. D'accord ? Il se fixe une limite en disant « je suis prêt à perdre ça, mais pas plus ». D'accord ? Et après, on remet au pot éventuellement dans 6 mois sur la base de plus d'informations. Donc, les entrepreneurs raisonnent en perte acceptable, pas en retour attendu, puisque là, on est dans une logique de contrôle. Alors, troisième principe, celui du patchwork. Alors, j'arrête de poser la question, parce que chaque fois que je demande s'il y a des gens qui se sont adonnés à cette activité essentiellement féminine et un petit peu désuète, me suis-je fait dire plusieurs fois, en me disant que c'était complètement ringard. Donc, le patchwork, hein, donc c'est effectivement plutôt féminin, donc ce sont des femmes qui se réunissent. Pardon ? Voilà, plutôt sur une certaine tranche d'âge, qui se réunissent. L'idée, c'est on va coudre quelque chose avec des tissus de récupération, en disant, bah, en fait, on ne sait pas trop vers quoi on va, mais à un moment donné, on va dire, tiens, c'est plutôt une descente de lit, c'est plutôt des rideaux, ou c'est plutôt à la poubelle. Bon. Mais l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est que les gens... Pardon ? Les gens qui participent apportent des morceaux de tissu. On ne sait pas forcément bien à l'avance ce qui va venir. Ceux qui viennent ne savent pas forcément ce qu'ils vont apporter, parce que ça peut être à la dernière minute, de la récupération, etc. Mais en tout cas, on construit ensemble quelque chose qui, au final, va avoir une forme utile, mais qu'on ne peut pas déterminer à l'avance. Et c'est une espèce de métaphore pour le projet entrepreneurial, puisque ça signifie que le projet entrepreneurial va être un processus essentiellement social, c'est-à-dire que ça va consister... Rappelez-vous, hein, on n'est pas dans l'idée géniale, ça va consister à faire progresser quelque chose, non pas sur la base de l'idée géniale, mais sur la base d'engagement de gens qui, à un moment donné, vont venir et dire « voilà ce que j'apporte au projet, voilà en quoi je peux le faire avancer ». Hein, on va employer le terme de partie prenante, je vais vous donner un exemple tout de suite. Et la réussite entrepreneuriale, à partir de ce moment-là, va consister, encore une fois, non pas à être un génie créatif, mais à fédérer autour de son projet un nombre croissant de gens qui apportent des ressources au projet en lui permettant d'avancer. D'accord ? Donc, le patchwork est fou parce qu'en fait, on ne sait pas à l'avance le motif final. Hein. Ça s'élabore au fur et à mesure. On peut enlever des bouts, finalement, qui ne cadrent pas avec le reste, etc. etc. Alors, l'exemple typique, hein, c'est un contrat avec un premier client. Donc, vous venez d'être licencié, je reprends mon exemple, vous travaillez, vous faites une espèce de prototype, vous allez voir un premier client potentiel et votre client vous dit « Ah oui, c'est pas mal, mais bon, ça m'intéresse, mais il faudrait que tu changes ça et que tu ajoutes cet autre modèle-là. » Et là, l'entrepreneur va dire « Ok, qu'est-ce que tu me donnes pour que je fasse ça ?» Et là, on rentre dans une logique de co-création. D'accord ? C'est-à-dire qu'on va se mettre ensemble pour déterminer ce qu'on va faire comme produit. Hein. Donc là, on est vraiment dans du patchwork, c'est-à-dire que le premier client dit « Bon, écoute, si tu es prêt à faire ça, eh bien voilà un bon de commande pour 5 exemplaires et que je te paye, je ne sais pas, 5 000 €. » D'accord ? Voilà, donc ça, c'est une forme d'engagement dans lequel un premier client potentiel eh bien, va donner des ressources pour permettre à l'entrepreneur de faire une évolution de son produit. Les engagements de parties prenantes, ça peut être aussi parfois tout simplement un ami qui vous prête un local, ça peut être des gens qui vous introduisent auprès d'un premier client ou d'un distributeur. Dans l'exemple de Michel et Augustin que vous connaissez, hein,
réussissent à vendre les cookies les plus chers de la place de Paris, mais on les achète quand même. Quand ils ont commencé, ils n'avaient pas de quoi faire cuire leur gâteau, donc ils sont allés voir le boulanger de leur quartier, et ils lui ont dit « Bonjour monsieur le boulanger, vous êtes fermé un jour par semaine, c'est quand même dommage, est-ce que vous nous prêteriez votre boulangerie le jour où elle est fermée ?» Et ils ont eu comme ça de quoi fabriquer leurs cookies un jour par semaine, et puis après ils ont fait ça avec plusieurs boulangeries, etc. D'accord ? Donc là vous avez un échange de bons procédés, vous avez une partie prenante qui s'engage, là en l'occurrence en prêtant puis en louant la boulangerie, ce qui est bien pour le boulanger et qui évidemment est bien pour les deux entrepreneurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la prochaine fois dans votre projet entrepreneurial, quand il y a quelqu'un qui vous dit, moi on me l'a fait plein de fois, j'aime vraiment beaucoup ce que vous faites, c'est super. Alors avant moi je me payais, je dis je suis vraiment génial, merci, au revoir. La prochaine fois qu'on vous fait ça, votre réponse, c'est pas de dire merci, j'apprécie, non, c'est de dire vous trouvez que c'est génial ce que je fais, eh bien en quoi vous allez m'aider ? Engagez-vous. Et là, si la personne dit je suis garant double fil, pas d'engagement. En revanche, si il ou elle dit écoute, je te prête un local ou je te mets une imprimante à disposition, etc., là il y a un engagement. Et là, vous avez le patchwork qui se met en route. D'accord ? Engagement égale fourniture de ressources, tangibles ou intangibles, et donc processus entrepreneurial. Voilà, donc les entrepreneurs développent leur projet en obtenant l'engagement d'un nombre croissant de parties prenantes. Quatrième principe, la limonade. Alors là, c'est assez simple. Alors, les Anglais disent si la vie vous envoie des citrons, faites de la citronnade. Eh bien là, c'est tirer parti des surprises. Alors, on passe des heures et des heures et des jours à écrire des business plans. Avec un seul objectif, c'est d'éviter les surprises. D'accord ? La planification, ça sert à ça. Ça sert à dire, voilà où je veux aller, et donc ce qu'il faut, c'est que j'évite les surprises, parce que les surprises, c'est pas bien, et donc on écrit des plans pour éviter les surprises. Alors, le problème, il est de deux ordres, c'est que, les surprises qu'on avait anticipées, en général, elles ne se produisent pas, et celles qui se produisent, on ne les avait pas anticipées. Donc l'effectuation dit, plutôt que de passer du temps à essayer quelque chose qui, de toute façon, est voué à l'échec, tirez donc parti des surprises, parce que l'avantage d'une surprise, à minima, c'est qu'elle vous fournit de l'information. Vous essayez quelque chose, ça ne marche pas. Qu'est-ce que ça m'apprend ? Oui, effectivement, j'ai vu ça comme ça, mais en fait, les clients ne réagissent pas comme ça, etc. Et donc, les entrepreneurs tirent parti des surprises plutôt que d'essayer de les éviter. Alors, les surprises, bonnes ou mauvaises, une surprise, ça peut être bon aussi, c'est-à-dire ça alors, je ne m'y attendais pas, ça marche, allez hop, on pousse sur l'accélérateur. Mais ça peut être aussi une mauvaise, entre guillemets, surprise, mais dont on va tirer parti. Alors, il y a plein d'exemples dans le domaine de l'innovation, de choses qui ont commencé comme des mauvaises surprises. Le Kevlar, qui a commencé parce que l'inventeur n'a pas oublié d'éteindre le bec benzène de sa solution, et il revient le lendemain, c'était complètement cramé, et il s'est aperçu que certes, c'était cramé, mais il y avait une réaction chimique intéressante qui s'était produite, et donc... c'est le nylon, pas le Kevlar. Le Kevlar, c'est à peu près pareil, mais voilà. Donc il y a plein d'innovations et de développements entrepreneuriaux qui sont nés ou qui se sont réorientés à partir d'une surprise, d'un truc qui marche, de quelque chose qu'un client vous dit, auquel vous faites attention et qui donne un tour nouveau à votre démarche entrepreneuriale. Donc accueillez les surprises, même si elles sont mauvaises, parce qu'on peut toujours en faire quelque chose. Voilà, les entrepreneurs tirent parti des surprises, ils ne cherchent pas à les éviter, ça coûte très cher d'essayer d'éviter des surprises. Alors, dernier principe, qui est un principe assez fondamental auquel moi je tiens beaucoup. Alors pour ceux qui ont fait de l'économie, les économistes ont réussi à modéliser l'économie comme un espèce de truc magique où se rencontre une offre et une demande, les produits, les quantités, les coûts, il y a des courbes qui se croisent, c'est merveilleux. Sans jamais nous dire d'où venaient ces produits magiques qui apparaissaient soudainement, et donc à faire sortir l'entrepreneur complètement de la pensée économique. Ce qui est un tout petit peu embêtant parce que l'entrepreneur est à la source de l'économie, puisque l'économie c'est quelque chose de dynamique, dans lequel on a une transformation perpétuelle, et la source de cette transformation c'est l'entrepreneur ou l'innovateur, pour moi c'est la même chose. Et donc derrière ça, c'est de dire, rappelez-vous, l'entrepreneur c'est pas quelqu'un qui prédit l'avenir, c'est quelqu'un qui construit l'avenir. Derrière ça, l'idée c'est de dire que l'entrepreneur c'est pas quelqu'un qui est assis dans l'avion pendant 12 heures en regardant un film, c'est quelqu'un qui pilote un avion. Et vous aurez noté que j'ai mis un avion de chasse. Au début je mettais un avion de ligne. Et il y a quelqu'un immanquablement qui me dit attention, quand un avion de ligne décolle, sa trajectoire elle est déterminée au mètre près, en fait. Donc, mauvaise image. L'avion de chasse qui décolle, il sait quand il décolle, mais on peut l'appeler en disant attention, les Russes attaquent, donc changement de plan. Voilà. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui ne découvre pas l'avenir, c'est quelqu'un qui le crée. Donc, en tant qu'entrepreneur, vous êtes pilote dans l'avion. Et derrière ça, c'est de dire que l'avenir résulte des actions que vous prenez en tant qu'entrepreneur. Ça veut dire que l'avenir
au moment où on parle, n'est pas déterminé, puisqu'il résulte de vos actions et de l'action des autres entrepreneurs. D'accord ? Alors ça ouvre la voie sur plein de choses, hein, mais c'est de dire qu'on n'est pas dans un monde déterminé, en tout cas prédéterminé. On est dans un monde dynamique dans lequel eh bien, ce qui va se passer dépend de vos actions. Plein d'exemples comme ça, comme Swatch. Hein. L'industrie horlogère suisse, à la fin des années 80, était considérée par tous comme définitivement moribonde. Hein, ces fameuses tendances inéluctables, jusqu'au jour où eh bien, un entrepreneur a dit que non, finalement, on pouvait fabriquer des montres en Suisse. Une très longue histoire, je n'ai pas le temps de vous la raconter, mais renseignez-vous, c'est une histoire assez extraordinaire. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui met fin à une tendance que tout le monde estimait inévitable. H&M et Zara, par exemple, se créent dans les années 70 en Europe, au moment même où tout le monde est d'accord pour dire que l'industrie textile européenne n'a plus aucun avenir. C'est vrai jusqu'au moment où il y a un entrepreneur qui décide qu'en fait, si, elle a de l'avenir. Voilà. Donc, les tendances inévitables n'existent pas. Elles sont inévitables jusqu'au moment où un entrepreneur décide qu'elles ne le sont pas. Voilà. Donc, voilà. L'entrepreneur ne découvre pas l'avenir, il le construit. Voilà. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a ce qu'on appelle la logique causale. La logique causale, c'est quoi ? C'est que je me fixe un but, hein, je veux pénétrer 4%, prendre 4% du marché français des crèmes solaires pour enfants, et je me demande comment je vais y arriver. Rappelez-vous du frigo. Hein. La logique effectuelle, alors ça joue sur le mot cause et effet, hein, d'accord ? Dans un cas, je détermine les causes et je fais varier les effets. Dans l'autre, j'ai les effets et je fais varier les causes. L'effectuation fait l'inverse, elle part des moyens, en disant voilà ce dont je dispose, du temps, de l'argent, des connaissances, des gens que je connais. Qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Et vous voyez que là, on est vraiment dans un paradigme, hein, si on emploie ce terme, de création, c'est-à-dire que ce que je ferais moi, avec des moyens A et B, sera peut-être très différent de ce que vous feriez avec les mêmes moyens, puisque là, on est dans un domaine de créativité et donc de très grande subjectivité. C'est pour ça qu'on est bien dans une logique dans laquelle le point de départ de l'entrepreneuriat, c'est l'entrepreneur avec sa personnalité qui va faire que je vais être sensible à tel problème dans le monde plutôt que par rapport à vous, etc. D'accord ? Voilà, donc je pars des moyens que j'ai, d'accord, et j'imagine les choses que je peux faire avec. Et donc ça donne un processus entrepreneurial qui est très éloigné de celui qu'on peut connaître classiquement, qui est, il y a plein de manières de le représenter, mais il y a en gros une période de conception. J'ai une idée, je fais un business plan, et puis une période de mise en œuvre, qui est une version très cartésienne. Hein. On a la pensée d'abord, un domaine un peu noble, puis ensuite on a la mise en œuvre, le domaine un peu moins noble. D'ailleurs, en général, mise en œuvre, c'est 2 pages hein, en annexe du business plan. Hein, et les aspects opérationnels, hein, qui sont toujours les plus importants, mais en général, c'est synthétisé à la fin, personne ne le lit. Et là, on a un modèle très très différent qui part de l'entrepreneur, qui je suis, qu'est-ce que je connais et qui je connais. Et je me dis, qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Je vais interagir avec des gens, je vais essayer de solliciter des engagements. D'accord ? Et s'il y a quelqu'un qui me dit, tiens, ce que tu veux faire là, ça m'intéresse, et je suis prêt à t'aider de telle manière, vous avez un engagement, cet engagement vous donne de nouveaux moyens, plus de moyens, vous pouvez interagir avec plus de gens et donc faire plus de choses, qui va vous donner plus d'engagement, qui en retour va vous donner plus de moyens, et vous avez comme ça une espèce d'effet boule de neige, hein. On commence tout petit, d'accord ? Et si on gère bien ce processus, l'effet boule de neige fonctionne, et au final, ça donne de nouvelles firmes, de nouveaux produits, de nouveaux marchés. Alors notez bien que si vous n'avez pas d'engagement, hein, vous avez cette idée, et puis ça n'intéresse strictement personne, vous revenez à la table à dessiner en disant, étant donné qui je suis, ce que je sais et ce que je connais, peut-être que l'idée A, elle n'intéresse personne. Ça ne veut pas dire qu'elle est bonne ou qu'elle n'est pas bonne. On n'a plus cette notion de bonne idée ou de mauvaise idée. On dit juste, je n'ai réussi à convaincre personne. Je vais essayer soit de continuer à essayer de convaincre, soit d'essayer d'adapter une idée qui, elle, va pouvoir susciter un intérêt. Et surtout, quand j'entends intérêt, c'est engagement. D'accord ? Voilà. Donc ça donne ce processus. Donc vous voyez que, alors d'abord il est très général, c'est entrepreneurial, mais ça fonctionne pareil en innovation dans une entreprise, hein, c'est la même chose. Et surtout c'est très social. On n'est plus dans l'être génial qui va convaincre le monde du génie de son idée, on est dans quelqu'un de potentiellement plus modeste qui va aller convaincre les gens de travailler avec lui et de donner une certaine ampleur à son projet. Voilà, je crois que c'est tout. Merci.
Alors, peut-être deux, trois questions avant de passer la parole à Dominique, qui va vous donner un exemple concret de comment ces principes-là peuvent être mis en œuvre. Oui. Alors, j'ai bien noté qu'un des facteurs importants, c'était un certain engagement des différentes parties prenantes ou alors de notre entourage. Mais pour vous, quels sont vraiment les facteurs décisifs qui poussent à se lancer en entrepreneuriat? Je veux dire, si on a une idée, si on la juge valable avec notre entourage aussi, vraiment, qu'est-ce qui va faire que je vais me lancer? Que je quitte mon boulot dans lequel j'ai mon salaire, etc. et que je me lance. Bah, c'est très personnel comme réponse, parce que vous avez des gens qui vont dire bon, je gagne ma vie, mais après tout, j'ai 20 ans, j'ai rien à perdre. Hein, perte acceptable. C'est ce que vous avez à perdre. Les motivations sont très... ça, c'est une question qui est très large. Les motivations sont très différentes. Moi, quand j'ai créé ma première entreprise, ça s'est presque fait par continuité, en fait. Il n'y a pas un moment où j'ai dit « je me lance ». Ça a commencé parce que mon frère avait développé un logiciel. Je lui ai dit c'est quand même incroyable, tu as un logiciel, tu n'as pas de manuel, donc j'ai proposé d'écrire le manuel. Puis un jour, on a été victime d'une commande. Je sais plus, on avait dû annoncer notre truc quelque part et on a reçu. Non mais c'est authentique, on a reçu au courrier. C'était en 86, donc il n'y avait pas d'internet. Hein. Donc un jour au courrier chez mes parents, on reçoit d'un concessionnaire, je ne sais plus où, qui dit nous vous passons commande, machin, 3000 francs. Et on s'est dit, mais il est fou, qu'est-ce qu'on fait? C'était la panique à bord. Hein. Donc on a dû finir le logiciel, faire une boîte, etc. Et puis voilà, de fil en aiguille, on a créé l'entreprise comme ça. Donc, et ça, c'est très fréquent. Hein. C'est pas, Et puis après, vous avez des gens qui disent plus, non, je veux être entrepreneur et qui organisent plus leur passage à l'entrepreneuriat. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est entrepreneur? C'est plutôt qu'est-ce qui fait qu'on ne l'est pas? Parce qu'en fait, Pardon? Moi, c'est l'envie de faire des choses. Moi, je pense que les gens ont envie. Je crois on en discutait tout à l'heure, hein, je crois qu'il y a quelque chose d'assez fondamental, c'est que l'être humain, c'est quelqu'un qui a envie de faire des choses et en particulier de les faire avec d'autres. Donc ça peut être aller à la pêche, ça peut être fabriquer un bateau, et de ça, parfois, résulte une entreprise. Mais ça veut dire qu'on n'est pas forcément au début dans une logique de création d'entreprise. L'envie de créer, et notamment l'envie de créer avec d'autres, je pense qu'elle est très universelle et qu'elle se traduit parfois, plus ou moins volontairement, dans une création qu'on va dire entrepreneuriale, mais qui peut être lucrative, non lucrative, etc. Donc je pense que c'est très général en fait. Oui. Une question, vous avez fait référence à Sarasvati qui a décrit ça aux États-Unis, mais est-ce que c'est lié à des cultures? Est-ce que la mécanique ou l'expérience qu'elle a conduite, les entretiens, ont été reproduits avec, par exemple, des entrepreneurs français ou européens? Ah oui. Enfin, moi, je connais plein de... sans reparler nécessairement de mon cas, mais moi, j'ai découvert l'effectuation parce que j'étais entrepreneur. J'aimais beaucoup lire les livres d'entrepreneuriat en me disant qu'est-ce qui se passe, je ne suis pas normal parce que ça ne correspond à rien de ce que je vis. J'avais pas de vision, on s'adaptait au fil de l'eau, on construisait en fonction de ce que les clients nous demandaient. Enfin, on ne faisait rien comme il fallait faire. D'ailleurs, je me suis fait insulter par un capital risqueur en disant que je n'irais jamais nulle part. Parce qu'il me disait il faut être focalisé, il faut avoir une vision claire, tu vas lever 5 millions, sinon tu feras la pizza pour les autres. Texto. Donc j'étais super embêté parce que, sauf qu'en même temps notre truc il marchait quoi. On signait des contrats, on avait quand même 20 personnes et un jour il y a quelqu'un qui m'a dit écoute ce que tu me racontes là, j'ai lu un article, tiens je te l'envoie, et j'ai lu l'article sur l'effectuation, Sarasvati en 2001, et je me suis dit ça c'est ce que je fais, ça, cette dame là c'est ce qu'elle raconte, c'est ce que je fais moi. Pas aussi bien qu'elle le racontait, mais c'était un peu bricolé, mais voilà. Et là je me suis dit oui ça c'est ça, et j'en connais plein des gens comme ça, plein. Donc après, est-ce qu'il y a des spécificités culturelles? Je pense qu'en France, on a du mal à travailler en collectif. On a du mal à aller voir les autres en disant vous ne me connaissez pas, mais je pense qu'on peut faire un truc ensemble. Enfin, moi, on n'a pas le temps, mais je peux vous raconter des expériences absolument croustillantes de trucs hallucinants que j'ai vécu que en France, où je me fais insulter parce que je vais voir des gens en leur disant j'ai rien à vous vendre, mais je pense qu'on peut bosser ensemble. Donc là, il n'y a que en France où on se fait jeter sur des trucs comme ça, mais même ça, je pense que c'est en train de changer. Mais l'idée d'aller voir les autres pour faire des choses ensemble, elle est très très universelle. C'est pour ça que je dis souvent, moi, quand je parle d'effectuation, j'apprends aux oiseaux à voler. Hein. C'est-à-dire que je ne vous apprends rien de nouveau. Je vous dis juste que ce que vous faites spontanément le week-end, mais que vous vous interdisez de faire le lundi parce qu'on vous a dit que ce n'était pas bien, en fait, vous pouvez aussi le faire le lundi et ça marche très très bien. En fait. C'est-à-dire, faites des trucs avec les autres et il en sort toujours des trucs vachement intéressants. Et en plus, c'est très agréable. Oui.
Dans la suite de cette question, est-ce qu'on peut faire de l'effectuation dans un grand groupe? Ah oui. Faut se cacher, mais on peut le faire. Alors j'ai rencontré un très grand groupe, alors je ne peux pas vous donner le nom, mais c'est vraiment un très grand groupe, une très belle boîte française. Et le gars m'a dit, c'est ce que je fais, et nous on a... Alors ils ont aménagé un espace, au sens intellectuel du terme, et dans lequel ils donnent une mission à quelqu'un qui dit, moi j'ai envie d'explorer des trucs, et ils lui disent, on ne vous demande rien, mais on vous donne quelques principes d'action, qui sont l'intégrité, alors il y a la bienveillance, c'est-à-dire qu'on est bienveillant vis-à-vis de votre projet, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas de preuves que vous déconnez, on ne vous demande rien. Voilà, donc il y a une espèce de cadre comme ça, de quelques grands principes de management, au sein duquel les gens sont très libres. Et ça angoissait beaucoup les managers parce qu'ils disaient ah oui, mais il faut peut-être qu'on soit rentable plus vite, et le management leur a dit non. Votre truc, c'est compliqué, on sait que ça va prendre du temps, donc voilà. Autant vous dire, c'est exceptionnel, j'ai jamais vu ça ailleurs, nulle part, parce que la plupart du temps, c'est bon, on veut bien que vous soyez innovant, mais on veut un ROI dans 3 mois, attention. Donc 3 mois d'innovation, puis après on veut des chiffres. Donc là, c'est beaucoup plus dur. Donc en théorie, oui, en pratique, surtout que l'environnement est de plus en plus mesuré. La mesure, c'est l'ennemi de l'innovation, donc ça devient de plus en plus dur. Oui, merci Philippe. Tu surveilles le temps. Oui, après, on aura une discussion générale après. L'effectuation, parfait. Après, quand on est start-up et qu'on va voir banquier, investisseur, etc., comment on fait pour marier l'effectuation? Eh bien, on ne va pas les voir. Ça, c'est la réponse courte. Pourquoi aller les voir? Vous allez les voir parce qu'on vous a expliqué qu'il fallait viser gros, qu'il fallait démarrer fort, et donc qu'il fallait se planter, mais se planter de manière sérieuse. On n'est pas des lopettes non plus. L'effectuation, on vous dit non, attention, la plupart des idées que vous avez, a priori, vous allez vous planter. Donc autant se planter petit que se planter gros. Enfin, moi, je sais pas, mais moi, perte acceptable. Donc avant d'aller voir, j'espère qu'il n'y a pas de banquier dans la salle, avant d'aller voir un banquier qui va vous dire oui, mais quel chiffre d'affaires dans 5 ans? Je ne sais pas. Vous n'allez pas le voir, vous démarrez petit, vous faites votre boule de neige, etc. Et puis quand les trucs sont à peu près cadrés, vous allez voir votre banquier et vous dites « Bonjour, voilà la liste de mes clients, voilà ce qu'on a fait, on a vendu tant, etc. Et oh, by the way, j'ai besoin d'1 million pour ma trésor. » Et le mec, il dit « Hop, il signe là. » Mais si vous allez le voir trop tôt, il va vous poser toutes les questions désagréables. C'est quoi votre vision, votre mission, votre marché, votre concurrent? Tous les trucs qui changent tous les 3 jours en général quand on est entrepreneur. Enfin, moi, je me souviens j'écrivais des business plans en temps réel. C'est-à-dire que j'arrivais plus à suivre. Attendez, je viens de finir mon 5 forces, machin, etc. Mais ça a déjà changé. Au bout d'un moment, j'ai arrêté. Donc quand je relis mes business plans de l'époque, c'est à hurler de rire. C'est un moment... Il y en a qui vont au cinéma. En fait, on peut relire des business plans d'il y a 5 ans. C'est beaucoup, beaucoup plus drôle. Surtout quand c'est soi-même qui les avons écrits. Non, allez pas les voir. La démarche causale, ça consiste à se fixer des objectifs pour lesquels on a besoin de lever de l'argent qu'on ne vous donnera pas. Donc, au lieu de faire ça, ça peut être sympathique, mais c'est frustrant d'un autre côté. Donc, on dit, vous êtes fixé des objectifs? Ah ouais, ils sont balèzes mes objectifs. Bon, on ne va pas vous donner d'argent. Ah bah zut alors. Dites-vous, ok, au moins je vais faire les objectifs que je peux atteindre avec les moyens que j'ai, parce que là, j'ai besoin de personne. Et puis, quand vous avez atteint ces objectifs-là, vous mettez ce cycle-là, et puis un jour, là, quand il s'agit... Regardez Blablacar, là, ils ont levé 100 millions de dollars, ou d'euros, je ne sais plus, c'est tellement énorme. Mais regardez comment ils ont commencé. Ils faisaient du covoiturage eux-mêmes, pendant 5 ans ou 4. C'est très long, 5 ans. Frédéric, il m'expliquait que lui, il les fait lui-même, le covoiturage, les premières années. Puis ils n'étaient pas nombreux à lui téléphoner pour investir. Il a attendu 4 ans avant de lever de l'argent. Il a fait une première levée, puis la deuxième, c'est 100 millions de dollars. Puis maintenant, c'est Italie, Espagne, Inde, machin, etc. Là, c'est un passage à l'échelle, mais le concept est prouvé. Mais au début, c'était... je termine après. Il y a une vidéo très intéressante de coup d'État sur la manière dont Airbnb a commencé. Airbnb, ils ont commencé en allant frapper à la porte des gens pour qu'ils mettent leurs pièces en location. Un par un dans New York, pendant des semaines. D'accord ? C'est très lent comme démarrage. Par contre, après... Dominique. Moi, ce que je vais vous raconter, c'est de voir un peu quelles sont les conséquences de l'effectuation, notamment sur les manières de penser. J'explore dans ma recherche plutôt la dimension cognitive, en fait, c'est-à-dire les conséquences sur la manière de penser de l'effectuation.
et puis de voir en quoi, en quelque sorte, on peut maintenant imaginer des outils et des méthodes qui sont conformes à la posture effectuelle, sous-entendu des méthodes qui sont conformes à la logique causale, ça vous les connaissez probablement déjà bien, mais de voir en quoi on peut imaginer des outils qui sont dans cette posture que vient de très bien décrire Philippe. Alors, en fait, je vais présenter essentiellement 3 points. Je vais parler d'innovateur plutôt que d'entrepreneur, mais en fait, pour moi, c'est un synonyme parce que je me mets véritablement dans la posture de Schumpeter qui dit finalement le vrai entrepreneur, c'est l'innovateur. Voilà. Donc on va revenir un petit peu sur des éléments de logique, mais cette fois-ci purement décrits d'un point de vue cognitif. Et puis brièvement, je donnerai quelques explications sur ce qu'est cette méthode ISMA que j'ai développée depuis maintenant 10 ans. Et ensuite, un petit mot aussi sur un outil focal dont l'objectif est un peu différent, et je vous dirai de quoi il s'agit, notamment à travers un cas. On va faire de la stratégie d'une entreprise existante qui fait face à des problèmes, et de voir comment, à un moment donné, on peut, en utilisant la logique effectuelle, voir des possibilités que le cerveau, souvent, ne voit pas. Alors, en l'occurrence, moi, ce que je propose déjà, pour reprendre un petit peu les éléments de logique que Philippe a déjà décrits, c'est que, finalement, on peut définir 2 oppositions un peu entre la logique d'un manager et la logique d'un entrepreneur. Effectivement, le manager, il ne vous a pas échappé qu'il est essentiellement dans une logique causale, sous-entendu, en fait, il travaille en faire pour. Hein. Donc le causal, c'est je travaille toujours sur un objectif précis, et donc mon cerveau, il est contraint par le but, et donc je suis en faire pour, c'est la manière de faire la cuisine sur la base d'une recette. L'entrepreneur, comme vous a dit Philippe, il est en faire avec. C'est-à-dire qu'il ouvre son réfrigérateur et il voit ce qu'il peut faire. Bon, là, rien de nouveau par rapport à ce qui vous a été dit. La conséquence, en quelque sorte, du faire pour, c'est un chaînage arrière de la pensée. C'est-à-dire que si je veux faire une recette précise, notamment un bœuf bourguignon, tous les composants et les ingrédients que je vais pouvoir utiliser, en fait, mon cerveau est toujours relié à l'objectif final qui est de faire un bœuf bourguignon. Et donc, mon cerveau va fonctionner en chaînage arrière pour pouvoir opérer les moyens dans la perspective de l'atteinte du but. Là, si on est en faire avec, la conséquence, c'est le chaînage avant de la pensée. C'est-à-dire que je pars des moyens, je regarde ce que je peux faire, et donc je suis en chaînage avant vers des possibles. Voilà. Donc là, il y a vraiment une opposition de manière de penser. Finalement, dans une journée, vous mobilisez les 2 manières de procéder, faire avec ou faire pour, suivant le niveau d'incertitude sur le résultat qui pourrait être atteint. Moi, je suis venu ce matin pour retrouver donc, Valérie, et de fait, sachant où était Grenoble, à un moment donné, j'ai plutôt fonctionné en chaînage arrière. Mais dès qu'il y a une incertitude quant au résultat qui pourrait être atteint, effectivement, le cerveau passe en mode chaînage avant. Alors, une autre conséquence encore, et qui est encore une autre caractéristique de ce chaînage avant, c'est que la manière de penser en causal, elle est nécessairement linéaire. C'est-à-dire que puisqu'on connaît un résultat final, on va articuler des moyens, et en fait, on a une sorte de linéarité entre les moyens et le résultat qui va s'opérer. Bien évidemment, sur le chaînage avant, la conséquence, c'est l'itérativité. C'est-à-dire que c'est à un instant T, je connais mes moyens. Alors, par exemple, j'ai le M1, M2, M3, M4 qui sont des moyens disponibles. C'est ce que j'ai dans mon frigo. Et je vais en pouvoir envisager, par exemple, l'effet E3. Mais une fois que l'effet E3 est en quelque sorte atteint, il devient un nouveau moyen pour un nouvel effet. Donc il y a l'itérativité du processus qui conduit en quelque sorte à la création d'une entreprise. Et puis de là, je vais pouvoir voir des possibilités qui n'étaient pas imaginables au départ, c'est-à-dire je vais pouvoir voir E6, E7, E8, chose que je ne peux pas voir en quelque sorte quand je suis dans la première boucle effectuelle. Donc je le vois uniquement quand je suis dans la deuxième. Oui, une autre conséquence aussi, toujours dans les manières de penser, c'est que si je suis en chaînage avant, si je suis en chaînage arrière, en fait, je pense avant d'agir. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on nous a appris, c'est-à-dire de dire il faut rentrer dans une logique de planification, quand vous êtes prêt, vous démarrez. Et là, finalement, l'effectuation casse complètement ce principe, puisqu'il rend la mécanique impossible, en tout cas penser avant d'agir, mais c'est plutôt une pensée agissante, c'est-à-dire que le résultat de mes actions me donne matière à penser.
Et parce que j'ai pu découvrir que j'avais un nouveau moyen, j'imagine le champ des possibles à partir de ce que je ne voyais pas auparavant, parce que je n'étais pas... Donc je ramène tout à l'instant présent, en fait. Hein. Je fais un discernement des moyens et des effets à l'instant présent. Et donc il y a une non-séparation de la pensée et de l'agir. Ça, c'est un postulat qui change un peu les pratiques, et notamment ce qu'on nous a appris, et qui était véritablement plutôt dans la partie gauche. Voilà. Alors probablement, si vous êtes manager, vous devez vous reconnaître sur la partie gauche, et si vous êtes entrepreneur, vous devez plutôt vous reconnaître sur la partie droite de l'écran. Alors, finalement, je suis arrivé à la conclusion, en travaillant sur l'effectuation, que, OK, le chaînage avant, ça décrit bien ce que c'est l'effectuation au niveau cognitif. Mais ce n'est pas tout. Parce que, en fait, l'effectuation induit une possibilité de poursuivre de nouveaux buts. Et donc, si je peux réviser mes buts, j'ai des contextes qui vont évoluer. En l'occurrence, ce qui est une caractéristique du manager, c'est qu'il a tendance, et on lui impose à penser à périmètre fixe. Sous-entendu, vous êtes chez Nokia, à un moment donné, on vous demande de travailler sur le smartphone, et s'il y a innovation, il est essentiellement sur le smartphone. Et puis, inversement, vous avez le cas d'Apple qui ne travaille pas sur le smartphone en tant que tel, mais qui travaille sur les interfaces homme-machine. Oui. Et donc, ça veut dire que beaucoup auraient pu croire que finalement, le métier d'Apple, c'était de travailler sur des équipements. Et en fait, essentiellement, la raison d'être d'Apple, et puis là où finalement Apple a été vraiment innovant, c'est sur les interfaces homme-machine. Si bien que, si j'avais à résumer ça sous forme de carte, le contexte de Nokia, alors on parle du Nokia avant le rachat de Google, c'est ça ? Microsoft, pardon, excusez-moi. Avant le rachat de Microsoft, donc les équipements smartphones, c'est le contexte, et le rôle de l'entreprise, c'est essentiellement travailler au perfectionnement de ce téléphone. Et pendant ce temps-là, vous avez, du côté d'Apple, si je travaille au niveau des interfaces homme-machine, là où il y a des interfaces et là où il y a des machines et là où il y a des hommes, j'ai une légitimité en quelque sorte à pouvoir agir. Sous-entendu, je peux très bien agir dans le marché de la musique et très bien agir dans le marché de la téléphonie parce qu'il y a des hommes et des machines. Donc vous voyez, donc, il y a une capacité d'adapter le contexte, ce qui n'est pas en général propre à la logique des managers, parce qu'en fait, on ne leur demande pas de réviser le périmètre d'activité de leur entreprise, mais plutôt de s'inscrire dans ce périmètre d'activité. Alors ça me paraît être une conséquence donc, de la logique effectuelle qui est la révision des buts, puisque avec des parties prenantes, je vais m'imaginer qu'il y a plusieurs possibles. Et la variabilité des contextes est une des bonnes manières d'innover. Mais imaginez effectivement la position du directeur financier de Steve Jobs, qui voyait un jour Steve Jobs débouler dans le marché de la musique et une autre fois dans le marché de et avec l'incapacité, en quelque sorte, de partager quelque part ce contexte commun qui était finalement les interfaces homme-machine, mais non pas les équipements informatiques. En fait. Voilà. Alors vous voyez, on arrive finalement assez bien à cartographier et à représenter ce qu'un entrepreneur a globalement dans la tête, en tout cas un dirigeant, Nokia dans les mauvaises années, et puis Apple dans les bonnes années. Les années très innovantes avec Steve Jobs. Voilà. On pourrait aussi dire que la variabilité des contextes, qui est cette capacité des entrepreneurs à penser le bon niveau de contexte, c'est finalement le problème qu'a rencontré Kodak quand il était contingenté au niveau du film argentique et qu'il y avait un Sony qui, lui, travaillait au niveau de la capture d'image avec le capteur CCD. C'est-à-dire que quelque part, l'un ne voit pas l'autre. C'est-à-dire que les gens de Kodak continuent à rester dans leur univers en disant on a toujours fait comme ça, le film argentique c'était une nécessité, mais ils pensent dans un contexte fermé. Et puis au même moment, il y a un nouvel acteur, un nouvel entrant qui pense à un autre niveau de contexte du fait d'une invention qui était ce fameux capteur CCD, d'ailleurs que Kodak connaissait, mais de fait, on est dans des espaces cognitivement distants, c'est-à-dire que quelque part, il y a des gens qui travaillent dans un contexte et puis il y a d'autres qui travaillent dans d'autres contextes, mais on ne les voit pas. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que par exemple, souvent on dit qu'il faut surveiller vos concurrents. Vos concurrents sont dans le même contexte. Alors que là, en l'occurrence, ce qui s'est passé et qui a été vraiment fatal pour Kodak, ça ne s'est pas passé dans le contexte du film argentique, ça s'est passé dans un autre contexte avec les résultats qu'on connaît sur la disparition de Kodak. Alors, maintenant, si je vois en quelque sorte ces deux principales caractéristiques, c'est-à-dire chaînage avant de la pensée et variabilité des contextes, c'est-à-dire l'adaptation du contexte entrepreneurial.
Eh bien, quelles sont les conséquences en termes de méthode? Ça veut dire que si on est dans un processus d'innovation ou, comme vous l'avez connu, par exemple, de méthode causale avec des stage gates pour atteindre un résultat prédéfini, finalement, la méthode effectuelle qu'on va rechercher, elle favorise le faire avec et pas le faire pour. Elle favorise le chaînage avant de la pensée et pas le chaînage arrière. Elle favorise l'itérativité. Elle permet de penser en agissant, donc elle n'est pas dans une logique de séparation des deux, ni une logique prédictive. Et puis surtout, l'intérêt d'une méthode de type effectuel, c'est de redonner une capacité aux entrepreneurs, novices particulièrement, mais aussi à tous les entrepreneurs, de voir le champ des possibles. C'est-à-dire que c'est de discerner les moyens et les effets qu'ils ont et ce sur quoi ils peuvent agir. Donc c'est ce que j'ai parlé de capacité cognitive augmentée, un peu comme un manque qui a été notoire chez Kodak, c'est la capacité de voir qu'il pouvait se jouer quelque chose à un autre niveau, en l'occurrence au niveau des capteurs CCD, qui redéfinissaient complètement l'industrie. Alors, je vais vous dire quelques mots donc, sur cette méthode ISMA 360. En gros, c'est une méthode qui répond au fameux principe que j'ai appelé de mes voeux, sous-entendu itérativité, faire avec et autres. En l'occurrence, durant ma recherche, j'ai essayé de savoir qu'est-ce que les entrepreneurs experts avaient dans la tête et quelles étaient les questions types qui se posaient. Et je suis arrivé finalement à cette matrice qui est une matrice simplifiée, qui est le fait de dire que quelque part, on sépare ce qui est relatif à l'invention de ce qui est relatif à l'innovation. Alors l'innovation, je ne l'ai pas définie, mais c'est l'adoption de l'invention, c'est le marché de l'invention, d'accord ? Et non pas une amélioration de l'invention comme certains des fois on l'entend, et ce n'est pas ça du tout, c'est vraiment l'adoption de l'invention. Hein, donc. En séparant l'invention de l'innovation, à un moment donné, on a la capacité de partir de ce qui est nouveau, par définition, s'il y a une invention, il y a quelque chose de nouveau dans un contexte, et je vais pouvoir cheminer sur est-ce que c'est utilisable, est-ce que les fonctionnalités de l'offre peuvent être développées en considérant le principe de la perte acceptable. Est-ce qu'à un moment donné, il va y avoir un système d'acteurs qui va l'accueillir bien ou pas? Et de fait, je vais enchaîner les questions dans un mode effectuel. Sous-entendu, c'est parce que j'ai la conscience et je sais nommer ce qui est nouveau que je suis en capacité de pouvoir vérifier si cette nouveauté est utilisable. Voilà, donc j'ai en l'occurrence une capacité de pouvoir connaître l'essentiel des questions qui se posent à l'innovateur et de me situer par rapport à ces questions pour pouvoir me repérer. Sachant qu'en fait, je prévois qu'il va y avoir des modifications, c'est-à-dire que qu'est-ce qui est nouveau? Il y aura ma R&D qui va s'améliorer, j'aurai peut-être des nouvelles caractéristiques à mon invention, et ces nouvelles caractéristiques vont pouvoir me permettre de voir de nouvelles possibilités d'utilisation et de nouvelles capacités de pouvoir l'introduire dans un marché. En fait, pourquoi il y a séparation entre l'invention et l'innovation? Tout simplement parce que quand je suis en situation d'innovateur, l'invention, il faut déjà prouver qu'elle soit utilisable avant qu'elle devienne un marché. Vous voyez? Donc moyen-effet. Vous voyez, je suis bien dans une logique moyen-effet entre la partie gauche et la partie droite. Si vous voulez concourir au salon Lépine, au concours Lépine, en fait, vous avez besoin uniquement de répondre à la partie gauche. Sous-entendu, il faut que vous ayez quelque chose de nouveau, que vous soyez en capacité de décrire dans quel contexte apparaît cette nouveauté et de montrer au moins à travers un prototype que c'est utilisable. Par contre, on ne vous demandera jamais de justifier comment va s'échanger la valeur dans un système d'acteurs. Donc ça veut dire que c'est qu'une partie du chemin. Néanmoins, l'invention, il n'y a pas d'innovation sans invention. Donc c'est une partie du processus, c'est la moitié du processus en quelque sorte. Voilà. Donc vous voyez, les flèches en fait définissent des liens moyen-effet entre une variable et une autre. Sous-entendu, si j'ai une réponse sur une des variables, A par exemple, est-ce utilisable? Je peux m'interroger cette fois-ci et je peux envisager sur la possibilité de l'échanger dans un système de valeurs avec des acteurs. Si ça n'est pas utilisable au niveau d'utilisateur, à quoi ça sert de vérifier s'il y a un modèle économique qui permettrait de... Voilà, donc je spécifie les questions et je me focalise sur des questions et je peux les traiter l'une après l'autre dans la séquence effectuelle. Voilà, c'est essentiellement ça. C'est sûr qu'en fait, ce n'est pas une méthode qu'on peut découvrir aisément dans une petite conférence comme celle-là. Petite, excusez-moi le mot, mais c'est juste le fait de dire que ce n'est pas une formation. Il faut envisager des cas, il faut traiter des cas, et finalement, le format ne s'y prête pas, et c'est bien normal.
Donc bon, sachez qu'en tout cas, il y a un livre qui a été sorti sur cette méthode qui représente 10 ans de recherche sur les manières de penser des entrepreneurs experts et les questions types. En fait, c'est un questionnement type de passage de l'invention à l'innovation. Il se trouve que les entrepreneurs experts passent à travers un questionnement type sans le savoir. Voilà. Et il se trouve que les experts utilisant le mode effectuel, il y a une séquence effectuelle dans ce questionnement type qui est finalement révélée à travers cette méthode. Alors, je vais essayer cette fois-ci d'être plus démonstratif sur un outil focal. Sur l'outil focal, c'est un outil beaucoup plus récent. Il y a pas mal de situations d'entreprise où finalement le processus d'innovation il ne part pas d'une invention, mais il part d'un problème à résoudre. En l'occurrence, l'idée c'est d'avoir un outil qui permette de dégager des pistes de solutions possibles à partir d'un problème. Alors ce problème, en fait, il est de type sociétal, social, économique. Et on va redonner à l'utilisateur de Focal une capacité cognitive augmentée pour voir des possibilités. Alors, ça c'est la prétention de cet outil, mais il faut le comprendre à travers un cas. Alors, il se trouve que le cas que je vous propose, qui est un cas réel, c'est le cas d'un centre d'appel qui se situe dans la région nord de la France, dont finalement la mission et le contexte de référence initial de l'entreprise, c'est la planification des interventions des médecins libéraux dans la région nord. Voilà. Et cette entreprise, à un instant T, elle fait face à un premier problème, c'est que la demande est supérieure à l'offre. Sous-entendu, la demande de patients est supérieure à l'offre de docteurs, et ça c'est dû en quelque sorte à une problématique de désertification médicale. Voilà. Alors, est-ce que sur le problème 1, j'ai la possibilité d'agir dans ce contexte ? La réponse c'est non, parce qu'en fait l'entreprise elle subit complètement son environnement et de fait elle n'a pas de moyen d'agir sur le problème à ce niveau-là. La conséquence aussi en termes de problème que j'appelle 1.1, c'est que comme le modèle économique du centre d'appel il est basé sur la réservation, c'est-à-dire un patient qui a un rendez-vous avec un médecin, puisqu'il y a une problématique de planification par absence de médecin, il est de plus en plus difficile d'obtenir des réservations. Donc, ayant cette difficulté pour obtenir des réservations, le modèle économique basé sur le volume du centre d'appel est mis en danger en quelque sorte. Là encore, a-t-il une capacité d'agir en termes de moyens effets ? Dans ce contexte, il n'a pas le moyen d'agir. Il n'a pas les moyens d'agir. Alors, le Focal propose à chaque fois de rechercher un contexte de niveau supérieur jusqu'à trouver des moyens d'agir qui sont satisfaisants. Alors, pour trouver le niveau supérieur, c'est de dire que finalement, la planification des interventions des médecins libéraux, elle est rendue possible du fait qu'il y a des médecins qui ont une activité. Donc, si je suis au niveau de contexte de l'activité des médecins, j'essaye de redéfinir le problème à ce niveau-là. Et je m'aperçois que finalement, les médecins sont fatigués. Et c'est normal, quoi de plus normal, puisque finalement, comme il y a désertification médicale, les seuls médecins qui sont sur le terrain, en fait, ils travaillent 3 fois plus. Si bien que j'essaye de voir les possibilités d'agir sur ce contexte, à ce niveau de contexte, et je m'aperçois que qu'est-ce que je peux faire en tant que centre d'appel ? J'ai les médecins au téléphone et je peux effectivement savoir quels sont les médecins fatigués. OK. Je peux aussi organiser un système d'assistance mutuelle entre médecins. C'est pas si facile que ça, puisque le fait qu'il y a quand même de toute manière globalement pénurie de médecins, donc peut-être les moins fatigués vont pouvoir relayer ceux qui sont un peu plus fatigués, mais ça n'est pas véritablement satisfaisant. Alors quand on a trouvé, si vous voulez, des possibilités, mais qu'on n'est pas vraiment satisfait, l'idée c'est de remonter toujours à un niveau de contexte supérieur pour voir quelles seraient les possibilités non explorées que le cerveau ne voit pas. Hein. En l'occurrence, le dirigeant qui est derrière ce cas ne voyait pas au départ le champ des possibles. Alors, en dézoomant, on s'aperçoit que s'il y a une activité des médecins en Nord-Pas-de-Calais, il y a aussi une activité des médecins en région parisienne. Et là, le problème est différent, c'est-à-dire que cette fois-ci, c'est la demande qui est inférieure à l'offre. Donc on a cette fois-ci des médecins qui ne travaillent pas assez et qui sont en quelque sorte en capacité de venir éventuellement combler un manque de la région nord, de façon transitoire par exemple. Même pour 2 jours par semaine, on peut imaginer une remontée des médecins de la région parisienne vers la région nord pour résoudre le problème de départ. Est-ce que c'est vraiment satisfaisant à ce stade-là ?
J'aurais tendance à dire non parce que, en fait, si moi je commence à gérer 2 régions, déjà que j'ai des problèmes de modèle économique, je ne suis pas très rassuré sur la capacité de financer toute cette nouvelle activité qui pourrait émerger de cette activité qui consisterait à favoriser la mobilité temporaire des médecins de Paris vers le nord. N'étant pas satisfait, toujours pareil, je vais chercher dans un contexte supérieur des possibilités d'agir. Et là, je m'aperçois que, au niveau de l'activité des médecins en France, le risque, il est ce qu'on appelle RPS, c'est-à-dire risques psychosociaux. Parce que vous soyez en suractivité, où vous avez un risque de burn-out, ou que vous soyez en sous-activité, où vous avez un risque, cette fois-ci, de dépression, à un moment donné, vous avez des problèmes de type risques psychosociaux. Quelles sont les possibilités d'agir ? Ça serait de tenter de prévenir ces risques psychosociaux au niveau de mon centre d'appel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est des médecins que j'ai au téléphone toute la journée et donc je sais si un tel est fatigué ou si l'autre est dépressif ou pas. Je considère à ce moment-là qu'en fait, la nature du problème que je fais émerger ici, qui est le risque psychosocial, me renvoie à une problématique de santé. Si bien que l'activité des médecins libéraux en France, elle n'est rendue possible que parce qu'il y a des médecins en bonne santé. Et donc, si je suis dans la sphère de la santé, je vais me dire, mais qui opère quels sont les acteurs, le qui je connais, en fait, c'est le fameux qui je connais, qui sont les acteurs qui agissent dans ce contexte-là? Et je m'aperçois qu'il y a les fameux assureurs, les assureurs qui sont notamment là en réponse à des pertes d'activité, pertes d'exploitation, parce qu'un médecin qui est en burn-out, c'est un coût direct pour l'assureur. Qu'est-ce que j'en déduis ? Il est envisageable de demander aux assureurs de participer, en quelque sorte, au coût de la mobilité entre Paris et la région Nord. Pourquoi ? Parce que si on réduit le risque des indemnités, sur les indemnités, à un moment donné, on leur libère une capacité et donc on les intègre comme des nouvelles parties prenantes de cette activité qui est en train d'être redéfinie. Voilà, donc en fait, ce n'est qu'un exemple pour dire, si on regarde la situation de départ, finalement, planification des activités et des interventions, aucune capacité d'agir. Si je considère l'activité de régulation de l'activité des médecins, incluant la dimension santé, j'ai des possibilités d'agir et j'intéresse des parties prenantes. Et qu'est-ce que j'ai fait ? En fait, mon cerveau, il n'a fait que faire des remontées de contexte, regarder des champs des possibles, et toujours dans une logique moyen-effet. C'est-à-dire qu'en fait, chaînage avant de la pensée, qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que je connais ? Qu'est-ce que je peux faire ? Oui. Donc on est véritablement dans une dynamique effectuelle qui permet de résoudre des problèmes sociaux, économiques. En l'occurrence, ils sont à la fois sociétaux et économiques, parce que la problématique de la santé et l'économie même de cette entreprise qui est derrière, c'est véritablement les deux, à la fois la double dimension économique et sociale. Alors, qu'est-ce que nous apprend ce cas ? Première chose, c'est que tout système complexe prend la forme d'une hiérarchie. Vous avez vu, en fait, ce n'est uniquement une décomposition hiérarchique de composants, qui s'emboîtent bien d'ailleurs, hein. C'est-à-dire que quelque part, santé, activité, planification, enfin bon, le dispositif s'emboîte bien, et que représenter le problème, en l'occurrence, bien circonscrire le problème selon les niveaux de contexte, permet de le résoudre. En l'occurrence, on a trouvé des solutions, des possibilités que le cerveau ne voyait pas au départ. Toute erreur de représentation, bien évidemment, peut empêcher la résolution du problème. Hein, donc ça, c'est bien connu. Et en fait, en cas de mauvais périmètre de la pensée, des réalités ou possibilités sont masquées du fait qu'elles sont cognitivement distantes. On revient sur l'histoire de Kodak, c'est-à-dire que parce que mon cerveau ne voit pas, c'est une réalité cognitivement distante, mais pourtant, on peut très bien dire que la santé du médecin et l'activité du médecin et les activités de planification sont reliées. Donc ça veut bien dire que quelque part, ce dézoomage m'a permis de voir des possibilités et qui étaient au départ cognitivement distantes. Sous-entendu, mon cerveau n'y pensait pas. Aussi, une autre conséquence, c'est que le complexe, bon, c'est bien un outil pour résoudre des problèmes complexes. S'ils sont simples, on n'a pas besoin de les modéliser. Mais ceci dit, la résolution d'un problème complexe montre que la réalité du complexe est intrinsèque, mais l'incertitude, elle n'est pas si intrinsèque que ça. Elle est dans les yeux de celui qui regarde le complexe. Sous-entendu, si je déroule l'outil focal, je vois des possibilités que mon cerveau ne voit pas, et le niveau d'incertitude quant au possible, il diminue comme neige au soleil. Ils font comme neige au soleil. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est intéressant
et là c'était la conclusion, c'est qu'on peut comprendre les structures de la pensée et structurer ces étapes. C'est-à-dire que la logique effectuale, couplée à des outils comme celui-là, nous permettent d'envisager des résolutions de problèmes complexes. Alors évidemment jamais tout seul, mais dans les organisations, pour pouvoir résoudre les nombreux problèmes auxquels les organisations font face. Alors voilà, donc bon là c'est juste pour dire que ce que je vous ai déroulé sur les remontées de contexte, en fait il y a des procédures, des algorithmes cognitifs qui peuvent être décrits, et en l'occurrence, vous prenez ces matrices et vous remplissez quel est le problème à ce niveau-là, quel est le niveau de contexte, qui je connais, qu'est-ce que je peux faire, et la mécanique, en quelque sorte, vous permet de faire vous-même la résolution d'un problème, quel que soit le problème. Là je vous l'ai montré pour un, mais on peut l'imaginer, et on l'utilise déjà sur d'autres natures de problèmes qui n'ont rien à voir avec le cas du centre d'appel, mais qui peuvent être aussi variés que essayer et tenter de réduire des problèmes par exemple de récidive dans les prisons ou de qu'est-ce qu'on peut faire d'intelligent pour éviter, par exemple, que les SDF, relatifs à la précarité, notamment vis-à-vis des SDF. C'est des cas qui ont été traités et que j'ai eu grand plaisir à traiter avec des étudiants. Voilà, donc ça c'est la procédure. Et en fait, j'en termine là. Donc, pour vous dire que ce n'est uniquement un petit échantillon de possible à travers ce que finalement l'effectuation permet de faire et comment en fait une méthode associée à cette logique-là peut augmenter les capacités cognitives, rester tout à fait cohérent dans la posture qu'a très bien décrite Philippe précédemment. Sarasvati propose une théorie du coup de l'entrepreneur et dans vos slides, on voit aussi le mot innovation et design notamment. Et du coup, je voulais savoir si pour elle, l'effectuation était finalement permettait des raisonnements beaucoup plus de rupture, créer des objets vraiment nouveaux ou pas. Parce que je me dis que quand on a voulu par exemple envoyer quelqu'un sur la Lune, on avait un sacré but, il y avait quand même. Ça, c'est pas très effectuel. Enfin, c'est conseillé à ce stade de fonctionner de manière plutôt pas effectuelle. Du coup, ma question, c'était de savoir si finalement, quel était le lien avec les théories d'innovation de rupture ou, Alors, il y a plusieurs éléments dans votre question. Alors, d'abord, on parle d'entrepreneur, mais en fait, l'effectuation, en tout cas, moi, c'est une idée que je défends, c'est une approche extrêmement générale de création de nouveautés. Alors ça sonne mieux en anglais novelty, donc de création de ce qu'on appelle des artefacts, donc des objets artificiels, c'est-à-dire des entreprises, des marchés, des produits, donc des objets sociaux, parce que ce sont des objets sociaux, des institutions. Et donc ce qui est intéressant avec l'effectuation, c'est même si on en parle beaucoup dans le cadre entrepreneurial, en fait c'est très général, et c'est pour ça que les questions sur est-ce que ça existe aussi en entreprise, on a les mêmes mécanismes. Et notamment de ce qu'on décrit par innovation, parce que l'innovation, alors si vous souscrivez à la vision qu'en ont Calon, Latour, c'est un processus social, c'est-à-dire que c'est la même chose, c'est un processus dans lequel on va intéresser des gens à notre projet, et donc c'est très très générique en fait, et donc ça s'applique en entrepreneuriat, mais ça s'applique ailleurs. Après, un autre élément, c'est que l'effectuation, c'est pas universel, c'est-à-dire que votre exemple d'un homme sur la Lune est très bien, c'est-à-dire qu'il y a des contextes dans lesquels l'effectuation est plutôt pertinente, notamment l'incertitude, enfin, c'est à ça qu'on l'associe, et Dominique l'a très bien montré. Dans une situation d'incertitude, il vaudra mieux passer par une démarche effectuelle, parce que dans une situation d'incertitude, en fait, on ne sait pas nécessairement ce qu'on veut, on ne sait pas nécessairement ce qu'on peut faire, et en fait, le champ des possibles est extrêmement vaste et il est très difficile de fixer un objectif, voire contre-productif. En revanche, si vous devez effectivement envoyer un homme sur la Lune ou ouvrir un restaurant mexicain à Grenoble, a priori, pas forcément besoin d'engager ce type de démarche-là. Donc il y a des contextes dans lesquels l'effectuation va être plutôt pertinente, en gros l'incertitude, et des contextes dans lesquels l'approche causale va être plus pertinente en sachant que on donne une définition un peu extrême des deux pour vous montrer que c'est un peu deux pôles, que dans la pratique, on peut marier les deux en fonction des circonstances, en fonction des domaines auxquels on s'intéresse. Donc dans la pratique, on peut mélanger. Apollo 13 présente un très bel exemple d'effectuation, il me semble. Alors voilà, c'est-à-dire que
jusqu'au moment où vous avez un problème. Voilà. Et quand vous avez un problème, là, vous basculez en mode effectual, parce que là, vous regardez ce que vous avez dans la capsule. Houston vous dit on compte sur vous. Hein. Et là, vous faites le tour de vos amis. Donc, il y a Houston, en gros. Hein, voilà, et Houston vous dit si vous tournez ce bouton-là, etc. Oui, effectivement, là c'est comment on va rentrer sur Terre avec les ressources qu'on a. C'est-à-dire, nous, la capsule, nos connaissances, effectivement. Oui, voilà. Donc, d'où la notion de surprise. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez vous brancher à un moment donné. C'est pour ça que quand je dis parler du restaurant mexicain, en théorie, c'est facile, jusqu'au moment où vous avez un petit incident qui va faire que, en fait, le projet initial ne peut pas fonctionner. Là, ping, on bascule sur de l'effectual. Peut-être une petite réponse par rapport. En fait, finalement, le cas qu'on a pris tout à l'heure de la cuisine, et donc la cuisiner en causal, donc sur la base d'une recette établie, ou alors ouvrir son réfrigérateur, finalement, là, il y a plus de chances de faire une rupture en ouvrant son réfrigérateur sans recette que de travailler sur une recette qui pourra peut-être être modifiée de façon incrémentale cette fois-ci. Donc la rupture, effectivement, elle sera beaucoup plus du côté de l'effectuation. Quand même. Parce qu'effectivement, là, quand vous démarrez avec la recette, en fait, vous fermez tout de suite le moment créatif. D'accord ? Ping, c'est terminé, vous savez ce que vous voulez faire, donc il n'y a plus de créativité possible. Alors, des contextes, ça peut être extrêmement efficace, parce qu'effectivement, vous avez un but, vous y allez, poum, c'est super. Mais là, il n'y a a priori pas d'ouverture créative. Alors que quand vous dites « j'ouvre le frigo et puis je me demande ce que je vais pouvoir faire », vous êtes nécessairement créatif avec parfois des résultats totalement inattendus, d'où a priori plus créatif. En fait, vous réduisez le futur à une seule possibilité, et donc vous créez une contrainte cognitive, en quelque sorte, avec le causal, en quelque sorte. Alors que l'effectual, il ne crée pas de contrainte cognitive, parce qu'il travaille plutôt sur des buts qui sont des espaces, et pas des points fixes. L'effectuation accorde un rôle particulier à ce qu'on a appelé les parties prenantes, dont les clients font partie. C'est-à-dire que ce que va dire l'effectuation, c'est qu'en fait, si on continue justement dans cette histoire de frigo que tu réévoquais, c'est j'ouvre mon frigo et puis je commence et je me dis « Ah zut, il me faudrait de l'huile d'olive ». Et là, que fais-je ? Là, je mets du beurre. Voilà. Je vais voir mon voisin et je dis « Bonjour voisin auquel je n'ai pas adressé la parole depuis 10 ans, j'aurais besoin d'huile d'olive et comme vous avez l'air sympathique, pourquoi vous ne vous joignez pas à nous ?» Donc le mécanisme général de l'effectuation, c'est je co-construis. Notamment avec des clients, mais je peux co-construire. J'évoquais Michel et Augustin avec le boulanger, et ils ont fait pareil avec il y avait un épicier qui a accepté de les mettre en avant parce qu'il les a trouvés sympas, etc. Donc la démarche générale, c'est je co-construis avec les autres, notamment avec mes premiers clients, mais pas seulement. Et c'est d'autant plus important qu'en situation d'incertitude, et donc notamment sur des marchés plutôt en rupture, je ne sais pas ce qu'il faudrait faire comme produit et mon client ne le sait probablement pas non plus. D'accord ? Donc on va se mettre autour d'une table et on va dire tu ne sais pas de quoi l'avenir est fait. Bon, tu peux avoir une question, etc., mais tu ne sais pas ce qu'il faudrait faire comme produit. Moi, entrepreneur, j'aurais bien une idée, mais j'en suis pas certain non plus. Eh ben, on va se mettre tous les deux et on va définir ensemble ce qu'on va faire. D'accord ? Et donc, le but, l'objectif émerge de cette rencontre entre les deux parties prenantes. Ça peut être un client, mais ça peut être un partenaire, etc. D'accord ? Alors, ma question, c'était est-ce qu'il sera satisfait ? Normalement, si le client participe à la création de produits, il est nécessairement satisfait puisqu'il le fait ensemble. Au début, il n'y a pas d'asymétrie entre je produis et tu consommes. Nous faisons des choses ensemble. Justement parce que le client, et en particulier dans des contextes de rupture, n'est pas en mesure d'exprimer ce qu'il voudrait. Personne n'a jamais demandé Internet, personne n'a jamais demandé Facebook, et personne n'a jamais demandé le MP3. Donc, dans des situations de rupture, on n'est pas dans des expressions de besoins clients, d'accord ? Il n'y a que la co-construction qui peut amener, enfin il n'y a pas que, mais c'est une approche qui peut amener un travail en commun. Tout à l'heure vous avez cité donc l'aventure Swatch. Ouais. Bien que moi j'avais lu le bouquin de Gilles Garel sur l'aventure Swatch, qui explique par la théorie CK comment on passe du concept au knowledge. Là, vous avez parlé de connaissances, mais vous avez dit, avec les connaissances qu'on a, on va innover. La théorie CK dit, on va continuer de grandir, d'acquérir des connaissances, d'acquérir du knowledge, et donc de passer d'un espace connaissance à un espace concept. Alors, est-ce que vous connectez
ces théories les unes aux autres? Est-ce qu'il y a une logique derrière ça, ou finalement c'est des modèles, finalement on prend celui qui va bien en fonction de ce qu'on a envie de faire ou du moment? C'est une question qui est un peu compliquée, on va peut-être pas se lancer dans ces cas ce soir. Moi, quand je regarde le cas Swatch, c'est pas tellement la création de connaissances qui m'intéresse dans Swatch, c'est qu'est-ce qui fait qu'une entreprise qui était en train de fermer devient 2 ans après leader mondial. Et qui est en train de fermer, tout le monde est d'accord qu'elle doit fermer, d'ailleurs le gars qui est recruté pour la diriger est là pour la fermer. La boîte, hein, pas. Mais d'ailleurs, métaphoriquement également. Et il ne la ferme pas parce qu'il y a 2 ingénieurs qui ont décidé d'expérimenter une machine de moulage plastique, de thermo-moulage, de manière clandestine. Ils se font prendre et le chef les engueule pendant 45 minutes. Et après, une fois qu'il a terminé de les engueuler, et il leur dit « Bon, une fois qu'on a fait ça, parlez-moi un petit peu plus de votre machine. » Donc c'est ce processus-là que je trouve intéressant, parce que c'est comment quelque chose qui était inéluctable de la vie de tous ne se produit pas. Et il ne se produit pas parce qu'il y a une action individuelle, enfin en l'occurrence ils sont 2, mais enfin une micro-action dans une grande structure dont l'avenir était parfaitement tracé, c'était celui de la fermeture, et ça ne se produit pas parce qu'à un moment donné, il y a des gens sans du tout avoir d'idée de la finalité. Ils ne faisaient pas ça pour sauver Swatch, ils faisaient ça parce qu'ils disaient tiens, ça serait marrant qu'on expérimente avec du moulage plastique pour qu'on voit ce que ça donne si on faisait des montres en plastique, ce qui était une hérésie à l'époque dans l'industrie horlogère suisse. Donc c'est comment quelque chose qui a... Enfin, c'est un résultat non voulu. D'accord ? C'est ça qui est intéressant. Et très souvent, l'entrepreneuriat est un résultat non voulu. Donc, beaucoup plus que la création de concepts et de connaissances qui est intéressant à décrire comme ça, c'est de montrer comment une action qui ne se donne pas de finalité, qui est une micro-action, on va expérimenter avec une machine de moulage, transforme non seulement une entreprise, mais une industrie. Et on retrouve là cet effet boule de neige qui est intéressant. Donc, après, on peut imaginer des connexions, mais elles n'ont pas forcément un grand intérêt, je pense. Oui. Vas-y. Oui. Je vais revenir sur la méthode focale. Par rapport à ce que tu disais, Philippe, de résultats non volus, est-ce que la méthode focale n'est pas plutôt une méthode de résolution de problèmes ? Alors, j'aime pas l'appeler résolution de problème parce que quelque part, en fait, c'est uniquement voir des possibilités à travers un problème de départ. Donc, au départ, on ne voyait pas de possibilités et à un moment donné, on en voit. Est-ce que j'ai pour autant le modèle économique ficelé Non, j'ai donc plein de questions encore derrière Focal. Focal, c'est vraiment, moi je dis, c'est l'étape 0 de la méthode ISMA. C'est-à-dire c'est du problème à l'invention. L'invention, c'est les possibles. Et après, il y a de l'invention à l'innovation. Donc, il y a tout un tas de parcours encore à faire. Et de fait, pour moi, ça n'est pas une résolution de problème intrinsèquement, puisque, je veux dire, je n'ai pas résolu tout le problème, en l'occurrence. C'est-à-dire, je n'ai vu que des possibilités en vue de résoudre le problème. Est-ce qu'elles sont faisables ? Je n'ai pas encore répondu à cette question-là. Peut-être que, finalement, monter le dispositif et les assureurs ne va pas être aussi simple que ça. Peut-être que... Donc, je n'ai fait qu'une partie du travail. Donc, ça n'est pas pour moi fondamentalement une méthode de résolution de problème. En tout cas, ça n'est qu'une étape. Mais ça n'est pas voilà, une réponse complète. Il y a eu tout à l'heure des exemples qui ont été donnés sur des sujets qui n'étaient pas des sujets d'entreprise ou d'entrepreneuriat qui étaient évoqués. Et moi, je viens du secteur public et ça m'intéresserait de savoir si ce genre de méthode, d'ailleurs les 2 approches qui sont décrites de façon complémentaire, sont transposables à des problèmes qu'on rencontre dans des services publics où on n'a pas de clients mais des usagers, où on n'a pas de banquiers mais des bailleurs budgétaires ou des choses comme ça. Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà conduites en termes de transfert ou de transposition de méthode ? Alors, moi, je ne l'ai pas fait, mais pour moi, c'est un modèle général d'innovation ou de conduite, de changement. Parce que l'innovation, c'est très lié au changement, c'est comment faire évoluer une organisation, et ça passe par... Enfin, on peut aussi voir l'effectuation comme une approche par la construction d'une coalition, c'est-à-dire trouver des gens qui, à l'intérieur d'une structure,
vont à un moment donné se mettre ensemble pour faire aboutir quelque chose. Et ça peut être la création d'une entreprise, mais ça peut être aussi oui, un changement à l'intérieur d'une structure, y compris une structure publique. Et d'ailleurs, si vous regardez tous les grands programmes de changement, ce sont presque toujours faits par la capacité. C'est d'ailleurs une grande question sur la capacité à réformer en France, parce qu'elle se fait toujours du sommet vers la base. C'est je sais ce qui est bon pour vous et ensuite vous allez exécuter. La leçon de l'entrepreneur, c'est quelque chose qui se fait collectivement par une construction collective et qui peut amener à des changements extrêmement profonds. Donc, je pense que, encore une fois, pour moi, c'est quelque chose de très, très, très générique et qui fonctionne dans plein de contextes différents. Regardez la campagne de Obama quand il était... tout le monde considérait qu'il n'avait aucun espoir. Il a exactement fonctionné comme ça, c'est-à-dire qu'il allait chercher des gens et il a construit une coalition de gens, un par un, pour à un moment donné peser sur les élections. En tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est à travers les exemples qu'a donné Philippe, que ce soit le cas de UOL, que ce soit le cas de Blablacar, à chaque fois, il y a une résolution d'un problème sociétal, de tout ou partie de la société. Et donc, moi là, disons que j'arrive, mais c'est assez personnel, à dire que finalement, il faut redéfinir l'entrepreneuriat, et j'aurais tendance à le définir comme en fait une méthode de résolution de problèmes de tout ou partie de la société. Et là, en l'occurrence, les problèmes de la société, il faudra en résoudre si vous êtes une collectivité territoriale, si vous avez une problématique de santé, et donc quelque part, il y a je pense que voir l'entrepreneuriat à travers la création d'entreprises, c'est vraiment extrêmement réducteur. Et de fait, vous voyez, il y a une méthode au sens où à un moment donné, il faut voir le champ des possibles. Quand on est face à l'incertitude, on va plutôt travailler dans un chaînage avant plutôt que dans un chaînage arrière de la pensée. Et donc, en fait, je considère tout à fait que ces outils sont utilisables dans des univers qui, au départ, vont dépasser largement la stricte création d'entreprise. Technologique ou pas, d'ailleurs. Oui. Une question pour vous, s'il vous plaît. Dans le cas de la grande entreprise, de l'intrapreneuriat, vous disiez qu'effectivement une démarche effectuelle est envisageable. La perte acceptable est quand même très négociable, peut le devenir très vite. Qu'est-ce qui fait qu'un intrapreneur arrive seul à se dire j'ai passé les délais, j'ai passé les budgets, quelle décision prendre à quel moment, sachant que cette perte acceptable qui est quand même un frein qui peut être créatif, qui mène à une étape suivante, et voilà. Comment peut-il s'arrêter lui tout seul, ou comment peut-on l'arrêter dans un scénario où cette perte acceptable en fait devient secondaire? Alors, d'abord dans les entreprises, je pense que c'est pas secondaire, c'est-à-dire que la plupart du temps, les entreprises vont vous dire voilà le budget et puis au-delà, il n'y aura pas d'argent tant qu'il n'y a pas une étape de franchie. On peut être il peut y avoir d'ailleurs des conflits, c'est-à-dire qu'on peut avoir une direction qui résonne beaucoup en causal, en disant on veut bien te donner X milliers ou millions d'euros à condition que tu atteignes tel objectif, ce qui là devient difficile. On peut avoir une vraie... Moi, je connais des entreprises qui ont explicitement mis en œuvre la notion de perte acceptable en disant on alloue cette somme et on demande à la limite presque pas de compte à cette personne en disant cette somme est allouée, on part du principe qu'on l'a perdue. Alors, on demande des comptes pour savoir comment elle a été dépensée, mais on part du principe qu'on l'a perdue et puis on vous laisse avancer. Après, sur la difficulté d'arrêter un projet entrepreneurial, ça c'est une question qui est très très difficile. Moi j'ai vécu ça, la capacité à se dire là il faut vraiment arrêter. Moi j'ai mis des années à arrêter certains projets. Alors quand je regarde après, je me dis j'aurais dû arrêter ça bien avant, mais il ne faut jamais oublier que Nespresso, ils ont mis 21 ans à gagner de l'argent. Donc 21 ans, c'est très très long quand vous devez négocier vos budgets chaque année. C'est même au-delà du long. 21 ans avant de gagner de l'argent. La prochaine fois que vous buvez un espresso, dites-vous bien ça, qu'il faut payer maintenant. C'est pour ça que vous payez, parce qu'il faut rembourser, mais c'est très très long. Si vous êtes le comptable en disant « Attendez, ça fait 15 ans que je finance et puis il n'y a toujours rien qui est sorti, on arrête ». On n'aurait pas vraiment pu lui en vouloir quand même au comptable. Bon, heureusement, ils sont mal gérés chez Nestlé, j'imagine, parce que...
Mais après, vous avez ça, mais vous avez aussi la métaphore. Hein, vous financez un pont, il y a 16 piliers à monter, vous en construisez 15. Le comptable arrive et qui dit ça fait 15 piliers que je finance, il n'y a toujours pas une voiture qui est passée, on arrête tout. Oui, il a raison aussi. Mais dans l'innovation, on ne sait pas le nombre de piliers. C'est juste. Et moi, je me dis, j'ai vraiment vécu ça, c'est que vous avez un produit qui marche tout en marchant sans vraiment marcher, et vous n'avez pas de critères. Enfin, j'en connais qu'un seul vrai critère pour arrêter un projet, c'est quand votre banquier vous téléphone en disant c'est terminé, il n'y a plus d'argent. Alors moi c'est objectif, il n'y a plus d'argent, bon, voilà. Mais ça c'est vraiment extrême, mais arrêter un projet, on est dans des notions de jugement, c'est-à-dire que vous êtes dans le jugement de l'entrepreneur ou de l'innovateur qui à un moment donné va décider que le projet ne va pas aller plus loin, mais un autre aurait pu décider autrement. Et lui, pour l'avoir vécu, vous passez des jours et des jours à vous dire avec vos collègues, il faut arrêter, non, oui, mais il y a machin qui m'a dit que peut-être ça l'intéressait, etc. Arrêter les projets, c'est ce qu'il y a de plus dur. Et le rôle du banquier, du coup, dans une grande société, c'est qui ? Ah bah, c'est votre financeur interne, alors ça peut être votre département, ça peut être le manager sympathique qui vous a donné une ligne de crédit sur son budget formation. En général, ça se passe comme ça. Hein, je déguise ton truc auquel personne ne croit, je le fais passer sous mon budget formation, le chef il verra que du feu, je vous couvre. Moi j'ai connu, indirectement, PDG d'une boîte du CAC 40 qui expliquait, enfin pas publiquement, hein, que tous ces projets de rupture étaient passés sur un budget de formation, sinon les analystes demanderaient de rendre le cash très vite. Donc tout passait discrètement sur... donc la boîte est toujours en vie, hein, mais c'est très dur. Hein. Vous êtes épuisé. Peut-être une dernière question. Ça s'enseigne à partir de quel âge? Le plus tôt possible. L'effectuation. Qu'est-ce que vous avez comme idée? Mais tout le monde le fait spontanément, donc dès l'âge de 2 ans, vous faites de l'effectuation. Mais ça, on sait que les enfants inventent beaucoup, mais qu'après, l'école leur fait perdre beaucoup de choses. Mais est-ce qu'on peut mettre en place des actions, des activités, la formation d'enseignants ou des projets qui permettraient que ce soit entre 2 ans et 23 ans, quand on est à l'ESA ou dans une école de commerce, qu'on redécouvre ça? Est-ce qu'il y a moyen que ça recommence? Oui, je appelle aux bonnes volontés. Vous n'avez pas encore... on apporte notre pierre avec Dominique, et d'autres hein, d'ailleurs, puisqu'on enseigne l'effectuation ici avec Didier, etc. Donc voilà, moi je vous dis, c'est apprendre aux oiseaux à voler, parce qu'on le fait spontanément, donc il faut désapprendre tout ce qu'on nous a appris à l'école. Enfin, on forme les gens à l'école à résoudre un problème qui est écrit clairement sur une feuille de papier pour lequel il y a une seule réponse, et surtout on nous interdit de travailler avec les autres parce que c'est copié, donc c'est pas bien. Et puis après, donc, on est formé comme ça jusqu'à 25 ans, puis après dans la vie réelle, on nous dit ce qu'il faut, c'est être créatif et travailler avec les autres. C'est 25 ans qu'on nous dit le contraire quand même, vous imaginez. Moi je les accueille en école de commerce, à un moment ils me disent « mais attendez monsieur, excusez-moi, ça fait quand même 22 ans qu'on me dit le contraire, et là tu me dis qu'il faut que je travaille avec les autres, que la solution, le problème il n'est pas clair, il faut que je l'invente moi-même, et qu'il y a une infinité de solutions. » Donc on essaye de pas trop en envoyer en hôpital psychiatrique, mais je comprends que c'est quand même pas facile, quoi. Donc après, l'enseignement, en particulier je pense l'enseignement français, qui est... Puisqu'il n'y a pas de l'enseignement d'ailleurs, qui est de la sélection, mais c'est un autre sujet. En tout cas, à mon avis, vous soulevez vraiment un vrai problème, c'est-à-dire que quelque part, le modèle d'éducation qu'on a reçu, il est essentiellement basé sur de la logique causale, donc en fait on est adaptatif, c'est-à-dire qu'on est comme le caméléon, c'est-à-dire qu'on s'adapte à notre environnement, et quand il s'agit de le transformer, en l'occurrence dans une logique effectuelle, de fait, comme c'est des méthodes qui ont été assez peu enseignées, alors vous allez dire, les experts savent le faire, ou ils l'ont appris, mais de fait, c'est de mettre de mettre un coup de vitesse sur le besoin de développer ces formations-là, parce qu'en fait, elles sont vitales. C'est-à-dire que de plus en plus, on va être amené à changer et à transformer en tout cas tous les environnements qu'on a envie et qui ne nous conviennent plus. Donc, sous-entendu, ça s'apprend. Et moi, je sais que je travaille de plus en plus dans la perspective de dire qu'il faut former des business transformers, et pas uniquement des adaptatifs, parce que les adaptatifs, le système les produit déjà naturellement. Alors, il en faut des adaptatifs, mais il faut des transformateurs. Et ça, c'est, à mon avis, un point important. Il faut démultiplier ces formations-là, et nous, en tout cas, moi, je travaille là-dessus de plus en plus. Oui. C'était juste pour répondre au monsieur, je travaille avec des associations, et je constate que dans les associations, elles travaillent vraiment sur ce modèle-là, avec elles voient les moyens qu'elles ont, elles voient comment elles peuvent travailler avec des partenaires, elles se mettent ensemble. C'est quelque chose qui est très naturel. Et Très naturel. Les étudiants qui travaillent, qui font
aussi des projets associatifs à côté de leurs études, c'est des choses qui développent. On fait tout ça spontanément, jusqu'au moment où on est dans un endroit sérieux, où là on se dit, oh là là, mais attention, là, il ne faut pas faire comme ça. Il faut avoir des idées claires, un plan précis et tout, et faire se cacher derrière ça pour avoir l'air sérieux. Si on décide que ben non, en fait, puisque ça marche, et en plus c'est agréable, parce qu'il y a ça aussi, l'entrepreneuriat, c'est pas juste la fin, c'est que c'est en fait agréable de faire des trucs avec des autres. Il y a ça aussi, c'est très agréable. Et on le fait spontanément. Mais on le fait le week-end et le lundi matin, on se dit, ah, attention, c'est Superman, hein, mais à l'inverse, c'est que lundi matin, je redeviens parfaitement respectable avec mes objectifs, ma vision, mon truc. Voilà. Mais non, spontanément, on ne fait pas ça. Oui, pardon, excuse-moi, oui. Une dernière question ou deux, mais rapide. Moi, c'est très rapide. Vous avez indiqué un livre pour la méthode ISMA. Est-ce que vous avez des ressources à conseiller sur la méthode Focal? Alors, Focal, en fait, on le fait démarrer dans un autre mode, c'est-à-dire en fait, c'est une Creative Commons, c'est-à-dire que c'est une licence open source. Elle va être accessible rapidement. Donc, en gros, c'est-à-dire que les procédures que j'ai passées très vite, elles sont documentées, il y a des cas. Et l'idée, c'est qu'en fait, si c'est là pour résoudre des problèmes de la société, il faut que tout le monde s'en empare et on ne va pas garder ça. Donc, en l'occurrence, c'est de décrire l'intégralité du processus cognitif tel que je le connais aujourd'hui, parce que de fait, il y a des temps de stabilisation des algorithmes cognitifs qui prennent du temps. Pour arriver à une robustesse sur ISMA, il m'a fallu 10 ans. Bon, Focal répond à moins de questions, donc c'est plus court en temps, ça ne prendra pas 10 ans, mais n'empêche qu'il y a déjà une version qui va être disponible dans la semaine d'ailleurs, parce qu'on doit la télécharger avec un collègue, pour qu'elle soit utilisable par le maximum de gens. Voilà. Alors travaillez-le plutôt jamais tout seul, travaillez-le en dialogue, parce qu'il faut interagir sur... puis la sémantique des mots, c'est-à-dire déjà rien que définir le problème de départ, c'est crucial, hein, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à problématiser. Et voilà. Dernière peut-être moi c'était, quand on est entrepreneur, quel est l'équilibre entre ses convictions et se remettre en question, dans le sens questionner son entourage pour éviter justement d'avoir ce phénomène un peu de tête dans le guidon, de ne pas voir les potentiels dangers et savoir par exemple quand s'arrêter. Il n'y a pas de réponse. Moi, je vous ai parlé tout à l'heure de mon expérience, c'est que vous avez de toute façon toujours autant de gens qui vous disent c'est génial que de gens qui vous disent c'est débile. Toujours parfois autant de raisons de s'arrêter que de continuer. Vous utilisez tous le PDF hein, sur vos PC. PDF, ils ont mis 11 ans à gagner de l'argent dessus. Pendant 10 ans, le PDG était têtu, s'obstinait dans une technologie qui ne nous rapportait pas un centime. La 11e année, ils ont atteint leur point mort et c'était leur produit le plus rentable. Et ils devenaient persistants, visionnaires, et c'était le même. Hein. Voilà. Malheureusement, dans l'innovation, on ne sait qu'après, en fait. Et si on a arrêté, on ne saura jamais si ça aurait pu marcher, mais parce qu'on est dans le cas d'un univers qui n'a pas été créé. Il faut bien comprendre qu'on n'est pas dans un espace qui existe, puis on a bon, on n'a pas bon, on est dans un truc qu'on crée ou on ne le crée pas. Et si on ne l'a pas créé, on ne saura jamais par définition. Et donc si Nespresso s'était arrêté au bout de 14 ans et demi, ou au bout de 19 ans, parce qu'ils ont fait quand même 2 lancements qui ont été des flops, hein, c'est une histoire extraordinaire. Donc au bout du 2e lancement, le PDG aurait pu dire, attendez mec, ça fait quoi? Ça fait 10 ans que je vous finance. Premier lancement, bon, je veux bien. 2e lancement, c'est un flop. Ils avaient des problèmes techniques, leurs fournisseurs se plaignaient, enfin c'était une cata absolue. Là, il aurait pu dire, bon, allez, on arrête tout, et tout le monde aurait dit, enfin un bon manager, quoi. Parce que vraiment, cette gabegie, ce truc qui va nulle part. Alors aujourd'hui, il est visionnaire. Ah oui, mais malgré les difficultés, il a persisté. Ben oui, aujourd'hui, on sait qu'ils ont persisté et ils ont réussi. Le nombre de projets qui ont été arrêtés, et on ne saura jamais s'ils auraient pu être... Alors, à la fin, en fait, la vérité, c'est que Nestlé a coupé les ponts, en fait, à la fin. C'est-à-dire juste au moment où ça allait marcher, ils se sont dit ah non là vraiment on peut plus, et donc ils se sont auto-financés avec l'Union des banques suisses qui leur a donné un prêt. Et d'ailleurs le gars qui s'en occupait est allé voir Nestlé en disant bon vous voulez plus nous financer, donc je vous rachète le truc. C'est là qu'ils se sont méfiés. Merci encore. Merci à vous, merci beaucoup.